It's on air. L'histoire nous montre qu'il faut être prudent à ce sujet. Alors c'est sûr, c'est contemporain donc. C'est Pompidou et Giscard en 73 qui nous ont mis dans la main des banques. Pour faire passer la pilule discrètement. On en parlait déjà depuis plusieurs semaines, c'est dans les tuyaux. Maintenant, c'est absolument pas le même contexte politique. Voilà, on a appris quoi. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue pour ce nouveau numéro de Politiquement Incorrect. Vous êtes en direct sur Radio Rec, avec moi ce soir Nicolas. Bonsoir Nico. Bonsoir Hugo, bonsoir Marc, bonsoir à tous. Et bonsoir donc Marc. Bonsoir Hugo. Et oui, je reprends le micro du présentateur, je reprends la technique également. Ça bafouille Va être un un désastre. tout petit peu, mais non, ça ne va pas être un désastre, voyons. Parce que, pas un désastre, parce que programme chargé, programme alléchant également. On commencera par vos coups de gueule, messieurs. Ça va être assez sanglant, visiblement. Tu nous parleras justement de journalisme. Mise en abîme par Nicolas, qui reviendra sur l'affaire Charlie Hebdo. Et coup de gueule, évidemment, de Marc. Marc le motard qui parlera. Qui parlera de quoi, Marc ? Des restrictions anti-pollution dans Paris qui ont été votées le 9 janvier dernier. 9 février. 9 février dernier, pardon, pas pour moi. Et voilà, on en reviendra, on pourra débattre ensemble autour de ces deux sujets. Tu l'as dit, anti-pollution, ça va nous amener jusqu'à notre la plus grosse part de notre émission, la seconde, le débat autour de la santé, marronnier de l'hiver évidemment. Qui dit hiver dit temps froid, qui dit temps froid dit santé fragile. Donc évidemment, on va être amené à parler notamment de l'épidémie de grippe, particulièrement sévère, particulièrement meurtrière cet hiver 2014-2015. Mais on y reviendra en seconde partie de l'émission. Tout de suite, je vais donner la parole au traditionnel présentateur de cette émission. Tu l'es devenu, un peu malgré toi. Je t'ai laissé le trône. Et donc aujourd'hui, tu reprends la place qui était initialement la tienne, celle de chroniqueur, pour un billet assez salé quand même. Bref, mais salé en effet. Effectivement, je voulais tout simplement revenir sur un aspect un petit peu passé à la trappe de l'affaire Charlie Hebdo du mois de janvier, dont nous avons amplement parlé dans nos émissions, puisque nous avons consacré quasiment 2 émissions à ce sujet-là. Et moi, ce qui m'a surpris récemment, ce qui m'a parfois un petit peu heurté, c'est cette information que j'ai pu lire sur Internet, sur différents sites d'information, et je pense notamment au Figaro, mais plein d'autres en ont parlé. C'est à la mise au placard d'un rédacteur en chef qui travaille à France 3 pour l'édition du 12-13, présentée par Samuel Etienne à 12h30, 12-13 national, voilà. Pourquoi ? Parce que le 7 janvier dernier, cette date vous rappelle peut-être quelque chose, c'est le jour des attentats à Charlie Hebdo. Eh bien, le 7 janvier dernier, France 3 ouvre son journal sur les soldes et puis continue de dérouler l'actualité du jour. Pas comme si de rien n'était, parce qu'elle évoque quand même en début et en fin de journal les attentats de Charlie Hebdo, mais comme c'est encore frais, il n'y a pas de réactivité, on a juste un journaliste qui intervient au téléphone, pas d'image vraiment de ce qui se passe. Donc voilà ce qui se passe le 7 janvier. Ouais, de préciser quand même que le journal de France 3 a cette particularité d'être sur une tranche un peu en avance par rapport aux traditionnels journaux de 13h sur TF1 et France 2. Voilà, alors évidemment, ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, si j'ai bonne mémoire, se passe autour de 11h, 11h30 du matin, il me semble. Donc un journal, évidemment, ça ne se prépare, enfin même s'il continue à chaque fois de se peaufiner pendant même le temps qu'il a lieu, le journal n'est jamais terminé réellement avant que le générique de fin retentisse, mais finalement les grosses lignes sont évidemment tracées bien en amont. Donc même si à ce moment-là les chaînes d'infos sont certainement déjà en boucle sur ce qui se passe, France 3 déroule un fil et puis effectivement fait part de cette information sur Charlie Hebdo, mais n'y consacre pas beaucoup plus de temps parce que c'est trop tard enfin moi c'est ce que je croyais, c'est trop tard dans le processus. Or, les journalistes de la rédaction, une partie en tout cas des journalistes de la rédaction, se sont offusqués du traitement, je dirais, à minima de cette information. Ils ont fait relayer cela évidemment à leur direction.
On le sait en ce moment, tout un travail est fait, que ce soit de la part du CSA, qui est l'institution suprême dans les médias, pour les contrôler, enfin pour essayer de donner un cap. Et puis au niveau des rédactions, en ce moment, voilà, c'est les grandes réflexions sur le traitement de ces 3 ou 4 jours où ça a été un peu compliqué, sur ces journées passées en direct 24 heures sur 24 à l'antenne sur ces affaires Kouachi et Koulibaly, etc. Donc voilà, là il y a évidemment un grand travail qui est fait dans chaque rédaction, au sein même du CSA, sur qu'est-ce qui n'a pas été, et c'est à ce moment-là que les journalistes font remonter le fait qu'ils ont la frustration de ne pas avoir pu traiter cette information, et donc s'en prennent entre guillemets, enfin comme il faut faire sauter un plomb, eh bien c'est le rédacteur en chef de l'édition du 12-13, Régis Poulain pour le citer, qui, nous dit-on par le biais d'une dépêche de la part de France Télévisions, a été eh bien n'est plus le rédacteur en chef de cette édition, il a été remplacé tout simplement. Il a été mis sur un autre poste, en charge d'autres choses au sein de la rédaction, mais voilà, c'est un plomb qui a sauté, il n'a plus la gestion de cette édition. Par ailleurs, le communiqué indique que les éditions de France 3 auront désormais 3 rédacteurs en chef à temps plein et non plus un qui se balade entre les 2 éditions en fonction des besoins. Donc voilà, il renforce un petit peu tout ça. Et moi, là où se positionne mon coup de gueule, entre guillemets, c'est sur le sort de ce pauvre monsieur que je ne connais pas, et voilà, enfin je connais son nom au générique de l'édition du 12-13, mais ce monsieur a été victime finalement du traitement médiatique des événements de Charlie Hebdo. Alors qu'on s'entende bien, hein, ma position c'est bel et bien de dire, évidemment il fallait en parler, et j'ai été l'un des premiers, on est tous égaux, pas forcément, mais je veux dire, j'ai été l'un des très nombreux à suivre ces événements tout au long de la journée, voilà, même au boulot parfois, ou en tout cas à essayer de suivre de près ou de loin tout au long de durant toutes mes activités de la journée, ce qui se passait, évidemment comme tout le monde, l'effet de spectacle, l'effet aussi de crainte parce qu'ils étaient pas loin, parce qu'on est en Seine-et-Marne et que voilà, les frères Kouachi n'étaient pas loin, bref. On aura beau se trouver toutes les excuses du monde, on a tous plus ou moins suivi ce qui s'est produit, et on était très heureux que les médias en parlent. Donc on va pas maintenant, 1 mois et demi après, dire c'est pas bien ce qui s'est produit, c'est pas bien ce qu'ont fait les médias, ce serait un petit peu énorme. Mais là où moi je m'insurge, c'est que pendant toute cette période, pendant quasiment une semaine, on n'a pas eu véritablement accès, sauf en les cherchant, mais c'est pas le but d'un journal, on n'a pas eu accès aux autres informations, aux autres actualités, il se passait des choses dans le monde. À l'époque, il y avait eu un crash il y avait pas si longtemps que ça, on cherchait encore les morceaux de l'appareil qui s'étaient volatilisés en mer, il me semble. Enfin voilà, il y avait pas mal de choses qui se passaient dans le monde. Tout d'un coup, comme à chaque fois qu'il y a un grand phénomène, on oublie tout le reste et on se focalise sur une actualité. Et bien moi finalement, le seul moment où j'ai pu être informé ce jour-là, c'est en regardant le 12-13, dont ce monsieur est rédacteur en chef, et où, bon, outre les soldes, qui n'est pas évidemment un sujet, qui là encore est un marronnier, mais voilà, d'autres informations avaient pu être distillées dans ce journal et ne l'ont pas été dans les autres, et moi c'est ce que je reproche aux autres, c'est de ne pas du tout, pour la plupart, traiter les autres informations. Vous avez des chaînes d'informations en continu, BFM TV, BFM Télé, iTélé, etc., qui, à part peut-être la météo, n'ont rien diffusé d'autre, aucune autre information, alors qu'ils avaient 24 heures d'antenne en direct, ce qu'ils n'ont pas d'habitude, puisque la nuit, ils font du tout image qui est déjà enregistré. Et ben, ils ont eu 24 heures d'antenne, et quasiment jamais on évoquait les autres sujets de l'actualité, ne serait-ce que 5 minutes, histoire de souffler un peu, et puis d'informer, c'est leur mission, d'informer le téléspectateur. Donc, je ne vais pas tirer mon chapeau à ce Régis Poulain qui a ouvert sur les soldes, mais je trouve un petit peu énorme que sous prétexte qu'il n'a pas donné assez de place à Charlie Hebdo alors que ça venait de se produire, eh bien c'est fait mettre de côté, alors que finalement c'est l'une des seules sessions d'information de ce jour-là où on a pu avoir les autres actualités. Évidemment, Charlie Hebdo était une information, enfin Charlie Hebdo à ce moment-là, mais tout ce qui s'en est suivi, ça sont été des informations hyper importantes, et voilà, je ne le remets pas en cause. Mais la manière dont on occulte le reste de l'information pour en mettre une en avant, je trouve ça juste abominable dans le rôle de l'information, hein, mais mettons bien les choses dans leur contexte, hein, il ne s'agit que de l'information, mais voilà, je trouve ça énorme, et donc je tenais à dire que je n'étais évidemment pas d'accord avec ce qui s'est produit pour ce pauvre Régis Poulain. Mais si on peut être un peu plus précis, est-ce qu'il s'agit d'un choix de rédaction ou plus d'une erreur d'appréciation de la part de Régis Poulain ? Alors, il lui est reproché une erreur d'appréciation. Maintenant, je ne travaille pas à la rédaction de France 3. De toute façon, un rédacteur en chef n'est pas tout seul, donc on est bien d'accord, c'est le fusible qui a sauté, mais un rédacteur en chef est forcément accompagné d'adjoints.
il est accompagné d'un ou plusieurs responsables d'édition. Donc voilà, il forme une équipe de 3 ou 4. C'est comme si on disait que ce soir, les sujets qu'on évoque dans cette émission, eh bien, on a fait une erreur de les évoquer. Bon, on serait 3 quand même à en prendre la responsabilité, plus ou moins, mais c'est normal. Eh bien, dans une rédaction, non seulement il y a les rédacteurs en chef, il y a les responsables d'édition, il y a le présentateur, même s'il a pas... Enfin, ça dépend des éditions. Des fois, il a son rôle à dire, des fois pas. Ça dépend des cadres. Et puis surtout, il y a tous les autres journalistes de la rédaction qui ont été là. Maintenant, est-ce qu'à un moment, il a dit non, on n'en parle pas, quasiment pas, alors que tout le monde le souhaitait, auquel cas il a peut-être fait une erreur vis-à-vis de sa propre rédaction. Voilà, où est-ce qu'ils ont été plusieurs à le prendre. En tout cas, il paye pour ce qui s'est produit ensuite à l'antenne et pour ce qu'on lui reproche. Marc, avant de passer sur ta chronique sur les mesures anti-pollution, peut-être une réaction sur la chronique. Oui, j'en ai beaucoup, mais je vais essayer de faire condenser. Voilà. Juste avant, précisons quand même que l'on a traité ce sujet de Charlie Hebdo Oui, bien sûr. dans les semaines qui ont suivi, d'abord d'un point de vue national et ensuite d'un point de vue international, notamment sur le continent africain. Voilà, que les auditeurs se réfèrent à ces émissions si l'on veut un peu plus, je dirais, de débat sur le propre. On risque pas de les à pied, voilà. C'est ça qu'il faut dire. Ce sont les 2 premières émissions de l'année 2015. Voilà, merci de la précision. Oui, on revient sur un sujet un peu plus précis sur le cas de François, justement. Nicolas développe un petit peu. Je n'avais pas eu vent de cette histoire et je suis un petit peu choqué, mais pas pour les mêmes raisons que Nicolas. Je suis choqué parce que dire à ce monsieur d'avoir, entre guillemets, marginalisé un sujet alors qu'il en a plutôt parlé, au contraire des sols, de mettre les sols en avant alors que c'est terrible ce qui se passait. Évidemment, c'est terrible, on ne peut pas dire le contraire. Mais au bout d'un moment, on a des chaînes d'infos qui fonctionnent, des chaînes d'infos en continu. ITélé, BFM. Voilà, les LCI, principales. n'oublions pas. Voilà, que ça on fait pas de pub. On a des qui fonctionnent tout le temps. On a vu pendant ces 2 journées iTélé, BFM TV tourner en boucle, suivre, voir. Attention, les frères sont là. Attention, vous voyez, l'armée va peut-être commencer à tirer. Ah non, on n'attaque pas. Ah tiens, le président va faire un déplacement, etc. En fait, on le voyait déjà on voyait tout ça. En fait, il ne faisait que commenter ce qu'on voyait, donc c'était déjà nul. Alors moi je suis assez d'accord. Enfin, peut-être que l'idée n'était pas la même chez Régis Poulain, mais moi personnellement, ce qui m'a choqué dans cette affaire, c'est le traitement qu'on en a fait. On a juste raconté le déroulé de quelque chose. Le déroulé de façade. On voit, voilà, les envoyés spéciaux sont là-bas. Hop, ils filment. Il suffirait juste de filmer et on voit ce qui s'y passe. C'est-à-dire, c'est un petit peu déjà n'importe quoi. Mais n'est-ce pas le propre de l'information en direct, comme on le retrouve sur les chaînes d'information en continu, comme BFM TV, tu l'as dit, télé. Là, je veux dire que dans l'idée, évidemment, c'est leur rôle. Sauf que là, ça allait beaucoup trop loin. Là, on avait du surcommentaire. Comme ils n'avaient rien à se mettre sous la dent, entre guillemets, comme information, on ne peut pas savoir ce qui s'y passe vraiment. On a su tout après. D'ailleurs, les versions qui ont été sur le coup évoquées n'ont pas été celles qui, in fine, étaient révélées. Donc ça a évidemment bien changé. Déjà, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que les médias faisaient l'actualité à défaut de la commenter. C'est-à-dire que voilà, on a du surcommentaire de commentaires, on nous vend l'unité. Je suis Charlie, etc. Et là, on voit ce pauvre monsieur Poulain qui vient d'être mis à pied à cause d'avoir évoqué, non pas oublié d'en parler, parce qu'on ne peut pas l'oublier, mais d'avoir mésestimé le rôle que ce sujet pouvait avoir. Donc, pour moi, c'est évidemment complètement incohérent. On prend l'unité, mais dans les faits, on divise, parce que voilà, Nicolas est divisé sur cette affaire, trouve que c'est malsain. Moi aussi, je trouve que c'est malsain. Je pense aussi que tu penses pareil. Et je me demande pourquoi en faire des caisses un mois après. Parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il a été mis à pied. Enfin, Nicolas parle de cette information, je me doute. Oui, 15 jours après à peu près. Oui, 15 jours après. Quel est le problème? Tout le monde a entendu parler de cette affaire. C'est parce que France 3 n'a pas... Quel est le problème? C'est-à-dire que là, c'est tellement grossier qu'on se demande si c'est pas pour avoir loupé de l'audimat, quoi. C'est grossier ce qui se passe là. Si je peux peut-être répondre, la polémique fait évidemment écho. Vous savez, je ne sais pas si vous avez pu le remarquer, France 2 et France 3 sont régulièrement en grève en ce moment parce que évidemment il y a un processus de fusion des 2 rédactions, c'est-à-dire de faire en sorte que les journalistes appartiennent à une rédaction commune pour ensuite produire des éditions sur les 2 chaînes. Et donc du coup il y a un petit peu aussi ce combat, c'est-à-dire que évidemment France 3 par exemple n'a jamais proposé durant cette période-là de direct pendant plusieurs heures. France 3 a juste fait des éditions d'information. France 2 s'occupait un peu
peu du direct comme il se passe pour le 14 juillet, comme cela se passe également pour d'autres choses. Éviter de les mettre toutes les deux en concurrence, et puis ça n'aurait pas de sens, puisqu'elles font partie de la même maison, entre guillemets. Donc il y a aussi cette chose-là de dire, France 3, du coup, pour moi, hein, c'est la chaîne locale, régionale, donc elle n'a pas vocation à faire du sensationnel, contrairement peut-être à France 2 qui a plus de force de frappe et qui n'est pas sur le même créneau. Mais voilà, du coup, on est aussi dans ce contexte-là, et du coup, les journalistes de France 3 se sentent quelque part un peu frustrés de ne pas avoir eu, cette réaction que mais France 2 aurait. Pourquoi c'est ça le problème de fond qui se pose. C'est pourquoi aujourd'hui ils se sentiraient frustrés. Parce que c'est pas France 3 qui a révélé l'information. Si c'est juste un problème d'ego, là on est vraiment dans du grand n'importe quoi. Surtout que si vraiment c'était l'information qui était mise avant tout en avant pour le cas de France 3, iTélé, BFM, LCI, on a eu ça en boucle. Tellement en boucle qu'à la fin on tournait en rond. C'est-à-dire que pendant 1 heure, on avait, quand ils étaient dans l'imprimerie de Damartin-Gouel, pendant plus d'1 heure, on filmait cette imprimerie. On entendait des bruits, des commandos qui avançaient. On surcommentait. Il n'y avait plus rien, il y avait rien à dire, si tu veux. Et ce qui est encore pire, on était en attente. On était en attente. Quand on ne sait rien, on ne fait rien. C'est toujours l'idée en fait du sensationnel qui est développée dans la presse. C'est-à-dire que, pas dans la presse, dans les médias, on n'a rien à dire, mais on va créer du sensationnel pour être vu. Et c'est ce qui s'est passé, parce que apparemment, voilà, il fallait développer, il fallait mettre cette terrible histoire la mettre un petit peu la rendre alléchante, etc. Il y a aussi cette idée un petit peu dégueu. Et Nico disait, oui, il faut évidemment en parler. En parler, d'accord, mais surcommenter, ça ne sert à rien. D'autant plus que après cette affaire, on n'a eu aucun véritablement débat de fond. Même si, notamment C'est dans l'air, a fait des bonnes émissions en questionnant justement, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, il y a une émission avec 2 représentants des 2 religions musulmanes et la religion juive qui ont essayé de parler de ces affaires un mois après l'affaire Charlie Hebdo. Il y a une très bonne émission qui est passée, je crois, il y a 2 jours, aux horaires habituels. Voilà, on essaie d'avoir ces débats-là, mais il n'y a pas eu un grand débat sur ce que ça révélait véritablement. Alors on nous parle du djihadisme. Oui, c'est dangereux, ce sont des jeunes et à 90%, ils sont dans des situations familiales un petit peu complexes, c'est ce qu'on nous dit. Mais on ne va pas vraiment chercher des débats de fond, savoir pourquoi aujourd'hui, ce qu'on a essayé de faire, à notre mesure, évidemment, pas à une échelle on n'a sûrement pas été tendu par beaucoup de personnes, mais ce qu'on a essayé de faire, c'est de questionner vraiment ce qu'il y avait derrière tout ça. Et quand on voit tout ce qu'il y a derrière tout ça, ça pose des questions vraiment sur sur la vérité de la liberté d'expression, sur cette idée que Charlie Hebdo ait droit ou non de faire ça. C'est ça qu'il aurait fallu lui dire, au lieu de dire... Bon, ces questions ont quand même été évoquées dans l'espace public et l'espace médiatique. Moi, peut-être que l'espace médiatique a été surabondé par la répétition d'images, comme tu l'as dit, de commentaires, etc., etc. Mais on a vu aussi émerger certains débats, certes, dans certaines émissions, voilà, peut-être un peu en sourdine, mais ça a été évoqué quand même. C'est-à-dire que, non, mais je suis d'accord avec toi que ça a été évoqué, mais ils ont été déjà masqués et pas volontairement. C'est-à-dire qu'il y avait tellement un poids de l'exceptionnel dans ces moments-là, de l'exceptionnalité de l'événement, que c'était plus qu'est-ce qui se passe, ils sont où, avant de savoir pourquoi ils sont là finalement. Je trouve qu'il y a eu une montée d'adrénaline du niveau sensationnel qui a masqué un petit peu tout le côté vraiment rationnel de ce truc-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire, enfin, je sais pas, peut-être que je parle sans savoir, mais j'ai plus l'impression que si aujourd'hui on demande à des gens qu'est-ce qu'ils ont retenu de Charlie Hebdo, ils vont d'abord dire c'est horrible. Et en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est pourquoi ça s'est passé et pas comment ça s'est passé. Savoir vraiment les logiques qui ont fait ça. Il faut avoir maintenant un poids avec le recul, savoir un petit peu raisonner et savoir se questionner là-dessus. Ça pose des vraies questions, cette affaire. Des vraies questions de fond qui tous les jours devraient nous concerner. Et c'est pas parce que ça a été horrible. Il y a eu tas d'événements horribles. Mais je regrette que des événements aussi importants, terribles, immondes que ces moments-là ne soient pas après ne faut pas l'objet d'un petit peu de grandes conférences où vraiment il y aurait vraiment cette idée de chercher les raisons, essayer de comprendre, essayer de voir les vrais problèmes de fond. Ça a été pour moi masqué et on a mis l'horrible devant, essayer de le raisonnable, essayer de comprendre pourquoi. Et ça, c'est ça qui m'a beaucoup choqué. Vas-y, je voudrais dire autre chose après peut-être, mais on l'a vu quand même, ça a amené des débats notamment sur la liberté d'expression, et je ferai ici le parallèle avec ce qui s'est passé à Copenhague. Une fusillade, une fois de plus. C'était la semaine dernière où il y a 15... Oui, c'est ça. Voilà, le 15 février, c'était le 15 février, 14 ou 15 février, 15 février, 10 jours. Exactement. Où là,
quelqu'un se met à attaquer des personnes dans le cadre d'un débat autour de la liberté d'expression, où notamment était visé quelqu'un qui avait publié les caricatures de Mahomet, qui avait fait aussi débat en France. Et Oui, puis, rappelons aussi l'actualité, je me permets au passage, avant de te redonner la parole, Marc, aujourd'hui sort le deuxième numéro de Charlie Hebdo post-attentat. Et là, C'était pas hier? hier, pardon, Hier, ouais. voilà, est sorti, excuse-moi, et là, beaucoup moins de ruées, donc le phénomène aussi s'est estompé. Évidemment moins parce que c'est moins symbolique, mais il y a eu quand même beaucoup plus d'abonnés et puis ça, certains, comment on appelle ça, les mecs qui vendent les journaux là, Ouais. Les kiosquiers. les kiosquiers effectivement toujours pareil dans les journaux semblaient dire qu'il y avait quand même une affluence plus importante que Oui, d'habitude. plus que d'habitude Évidemment. évidemment, mais beaucoup moins Oui. forte que lors du premier numéro, assez symbolique. À la fois, on pourrait aussi, enfin, je vais pas le questionner ce soir, mais on pourrait questionner bon, je comprends le soutien qu'il y a eu la première fois qu'il est reparu, mais bon, il y a aussi un effet d'entraînement qui est énorme et qui, Qui est dégueulasse. Voilà. enfin voilà, qui pose des questions. Mais Alors, effectivement. on va pas relancer Non. le débat. Marc, juste tu voulais dire un truc avant de dire autre passer chose. à autre chose. C'est vrai que, et c'est là le deuxième point du truc, que ce sujet révèle sur France 3, c'est on n'a pas eu accès aux autres actualités. C'est vrai que pendant une semaine, quasiment, Oui, sauf ça aller chercher encore. On avait pas- Alors, Et là, encore, Nicolas, laissons finir c'est-à-dire qu'en fait, Marc ils ont rapidement. privilégié un petit peu le sens. Enfin, c'est-à-dire que, je sais pas, vous imaginez-vous en train de donner un cours, je sais pas, je prends l'exemple au hasard, vous ne connaissez absolument rien d'un sujet, vous connaissez beaucoup de choses sur d'autres sujets, mais parce que tout le monde en parle et parce qu'ils font en parler, parce que ça risque de faire de l'audimat et parce que tout le monde est focalisé là-dessus, vous allez parler du sujet que vous ne connaissez pas. Que vous ne connaissez pas et que vous allez même pas chercher à essayer de savoir pourquoi, oui ou non, ça s'est passé, etc. Non, c'est on va faire ce sujet-là, on va faire de l'audimat, et parce que on va mettre du sensationnel, beaucoup de sensationnel, ce qui va faire vendre. Ce qui a fait explique notamment cette ruée vers Charlie Hebdo, le premier numéro post-attentat. Dire que si vraiment il y avait eu ce côté un petit peu raison derrière tout ça, c'est-à-dire que les gens n'auraient certainement pas été acheter ce numéro-là. C'est-à-dire que je trouve ça, moi, enfin pas malsain, c'est du ressenti. Ça a été causé aussi par les faits médiatiques, mais que, je sais pas, c'était combien, 60 000 abonnés sur Charlie Hebdo, ou un peu plus, je sais plus, 160 000, C'était 20 000, 20 il me 000, semble. même moi, Enfin, je j'exagère. vois pas de bêtises, mais Bah voyez, J'avais 10 000 en tête. ouais, il me semblait que c'était En tout 20 cas, 000 c'est et très que peu. là on Enfin, était à très peu. c'est très peu, on 10 en fois arrive, plus. déjà, Nico a rappelé vraiment une augmentation des abonnés, bon, peut-être pas à des proportions gigantesques, mais on a 7 millions qui ont été... Non, attendez, combien on en a vendu de Charlie Hebdo? 8 millions. 8 millions, j'étais encore loin. Vous voyez, c'est-à-dire que vous soutenez quelqu'un, vous achetez... Moi, je trouve ça absolument choquant que 8 millions de personnes, juste parce qu'il y a un attentat, ils vont acheter ce truc-là. Vont acheter ce truc-là. Avant, ne l'ont pas du tout lu, se fichaient éperdument de ce que faisait Charlie Hebdo, mais vont y aller. Ce qui explique bien que il y a derrière un côté purement marketing, et ça rejoint l'idée des médias. On va faire de l'audimat, et du coup, bah tiens, ça va relancer les ventes de Charlie Hebdo. Ce qui a par là même, c'est ce que beaucoup de gens disent, et je suis d'accord avec eux, ce qui a par là même alimenté toutes les théories du complot. Vous voyez, ah bah 8 millions, c'est un coup de machin, c'est un complot pour relancer les ventes de Charlie Hebdo, etc. C'est-à-dire que voilà, c'est le risque du sensationnel. C'est qu'avec le sensationnel, on perd le côté vraiment de raisonner sur la question. Et ce qui explique aussi ce sensationnalisme-là, qui est des théories du complot un peu partout, et qu'il faut elle-même questionner, pas les éjecter en disant c'est n'importe quoi. Il faut aussi les questionner, il faut aussi d'avoir un vrai débat. Parce qu'il n'y a pas une vraie réflexion. Parce qu'il n'y a pas de vraie réflexion. C'est ce qui explique que les 8 millions ont été vendus. Si les gens réfléchissaient vraiment, et j'ai des gens de la famille qui l'ont fait, j'ai pu m'engueuler avec eux, enfin légèrement, c'est ma famille, mais j'ai des gens qui ont acheté Charlie Hebdo, je ne comprends toujours pas, pourquoi ils l'ont fait. Pourquoi ils ont acheté alors qu'ils ne l'achetaient pas avant du tout. C'est-à-dire que c'est comme un trophée, c'est comme Non, une médaille. il y a aussi le côté solidarité. Oui, mais solidaire vis-à-vis de quoi? C'est-à-dire c'est comme si tu... Solidaire de l'esprit, ce qu'on appelle non, mais- aujourd'hui l'esprit de Charlie, l'esprit du 11 janvier aussi. C'est un petit peu, je vais risquer de faire un Tu n'y parallèle crois qui pas? peut choquer. Non, pour moi, non. Pour moi, c'est irraisonnable. C'est profiter de quelque chose pour faire croire qu'on défend la liberté d'expression alors qu'il n'y a même pas un vrai débat, en sachant qu'à peu près, j'écoutais un spécialiste du droit qui expliquait que la liberté d'expression était à peu près limitée à 400 points.
parce que évidemment, j'ai rappelé les 4 grands points, mais il y a 400 points derrière ça qui peut la limiter. Il n'y a pas eu vraiment de débat là-dessus, et je ne sais plus ce que je voulais. Oui, je risquais le parallèle. C'est un petit peu comme si l'Action France. Je risque le parallèle, hein. Mais Et on va aller très vite et on parce va qu'il aller, y a je d'autres termine, choses je termine. à dire. Moi, je trouve ça malsain pour ceux qui se sont battus pour Charlie Hebdo, vraiment depuis les 10 000 abonnés, etc., de venir après, du coup, après un attentat pour les défendre. Déjà, ça me rappelle un petit peu l'attitude qu'ont eu les communistes quand les Allemands ont commencé à perdre en 42-43, et qui ont rejoint les mouvements de la résistance. C'est-à-dire que c'est un peu vrai, la résistance commence, nous, on ne va pas s'attaquer. Bon, il y avait évidemment beaucoup d'effets de masse au côté des radicaux, qui ont été du côté de la collaboration. Et les Allemands commencent à perdre, hop, on rejoint le mouvement de l'Action française et aussi beaucoup de Juifs qui étaient montés à Londres et même dans des aides africaines pour rejoindre le mouvement de la résistance. C'est un petit peu pour ça, c'est aider en sachant que on peut gagner éventuellement. Et pour moi, c'est absolument dégueulasse. C'est à peu près le même truc pour moi. Bon, tu assumeras le parallèle. J'assumerai le parallèle. Alors, J'assumerai le parallèle. parallèle étant, on va pouvoir parler d'autre chose maintenant. On va parler mobilité, on va parler pollution également. Ça te tenait à cœur. Tu en as dit déjà quelques mots. La sécurité routière, on l'avait évoqué. Il y a de ça quelques émissions. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que tu l'as dit en introduction, le 9 février donc 2015 a été annoncé le plan anti-pollution de Paris. Le plan anti-pollution de Paris, qu'est-ce que c'est? C'est la volonté inscrite de débarrasser Paris des véhicules polluants. On pense évidemment au diesel Mais que pas l'on que. met tout en haut, mais pas que. Et c'est-à-dire qu'à partir de cette année, surtout à partir de l'année prochaine, donc aux environs de juillet 2016, et progressivement jusqu'à 2020, on va débarrasser Paris des véhicules polluants, donc les véhicules anciens prioritairement. Et à terme, c'est l'objectif qui est fixé. Seuls les véhicules dits 5 étoiles, parce que l'on classe les véhicules selon qu'ils soient polluants ou non, donc les véhicules les plus récents seront autorisés à rouler dans la capitale. Qu'est-ce qu'un véhicule 5 étoiles pour l'année 2020? Qu'est-ce que ce sera? Ce sera pour une voiture immatriculée après le 1er janvier 2001. Et pour un 2 roues, ça sera un véhicule immatriculé après le 1er juillet 2015. Là, on sent déjà une différence. Marc, je te sais motard, je te sais aussi motard en colère, visiblement. On va y revenir. Voilà, C'est peut-être pour ça qu'il a mis une chemise rouge. C'est exactement pour ça. Marc, après avoir dénigré l'attitude des communistes, te voilà en chemise rouge tout de même pour toi aussi un coup de gueule vis-à-vis de ça. Oui, j'ai voulu en parler et je vais essayer de te montrer, Hugo, parce que je sais que tu penses que beaucoup de motards sont des beaufs. Je sais très bien ta position là-dessus et du coup, j'ai voulu Alors, te dire. tu me réduis à peu de choses. Hein. Oui, mais là, Tu réduis mon argumentaire à vraiment dans... quelque chose d'assez minable. Non, je Donc, rigole. je te laisse argumenter quand même. Justement, je vais te montrer qu'on peut argumenter même si on a un permis moto. Oui, donc tu l'as rappelé, la ville de Paris a décidé donc d'interdire des véhicules anciens. Alors le motif c'est il faut purifier l'air de la capitale, hein, évidemment. Alors sont désignés comme polluants, pour être vraiment clair, les camions et les cars de tourisme, les autos particulières, fabriquées avant 1997, donc ça fait un peu moins de 20 ans, et tous les 2 roues motorisés immatriculés avant l'an 2000. À partir de juillet 2016, ces véhicules-là, dits polluants, hein, donc il y a quand même une typologie qui est faite, vont être interdits à Paris du lundi au vendredi. Donc toute la semaine, enfin les jours de travail, on les verra plus. Alors, jour de travail, faites attention, ça risque de changer avec la loi Macron. Hein. Oui, c'est vrai, autant pour moi. Cette émission sera déjà vieille dans une semaine. C'est vrai, peut-être, on sait jamais, on verra bien. Mais D'ailleurs, quoi qu'il en soit, voilà, du Voilà. lundi au vendredi, à ces partir véhicules sont interdits. Ces véhicules seront interdits. Et la mesure va se durcir. Parce que va se durcir jusqu'en 2020, année à laquelle ne pourront rouler dans la capitale que les véhicules répondant aux normes les plus sévères, donc c'est-à-dire ces fameux véhicules 5 étoiles. Donc pour les motos, c'est 2015, et pour les voitures, c'est un peu plus tôt. Donc on a quand même une grande différence entre voiture et moto. Mais bon, c'est pas là vraiment que je veux en venir. Donc, je me résume. Des voitures sont considérées, un tas de véhicules sont considérés comme polluants. Ces véhicules ne pourront pas
aller dans Paris et se déplacer dans Paris à partir de juillet 2016 et à partir de ce janvier même pour les cars et les cars de tourisme et les camions. Le but, c'est aussi de dégorger Paris. Trop de bouchons et du coup trop de pollution. L'idée aussi de ces particules fines qu'on trouve dans les diesels, c'est que les vieux diesels n'ayant pas de filtre à particules, les FAP, polluent beaucoup plus. Alors on a les constructeurs automobiles ont depuis au moins presque 10 ans développé des moteurs qui polluent moins. Ces fameux, voilà, je disais justement, ces filtres à particules, des pots catalytiques spéciaux pour éviter justement l'éparpillement de particules fines. Voilà. Tout est basé là-dessus aujourd'hui. Ce qui fait qu'on a des gros problèmes en fait au niveau des véhicules maintenant, de nouvelles générations, parce que tout devient électronique. Tout devient électronique et on a des moteurs qui, du coup, comme ne relâchent pas ces particules dans l'air, hein, on a des véhicules qui, un petit peu comme si vous fumez, vous risquez d'attraper un cancer. C'est un petit peu ça. Tous ces filtres à particules sont très nocifs pour la voiture et du coup, on a un gros problème sur les nouvelles voitures de nouvelle génération. Alors, je vais maintenant dire que j'ai dit que cette mesure elle était évolutive parce qu'avec le Grand Paris, cette mesure risque d'être étendue à certaines communautés d'agglomération de la petite couronne parisienne. Je ne sais pas si vous le savez. En tout cas, ça va être étendu parce que jusqu'à l'extension de l'autoroute A86, celle qui est toujours bouchée, qui va vers Orly. Enfin, peut-être que vous connaissez sûrement. Donc, en gros, c'est beaucoup de véhicules en bon état vont disparaître. Hein, pour disparaître, en tout cas dans Paris. Et notons que la mesure va s'étendre à d'autres villes autres que Paris, dans d'autres grandes villes. Ça pourrait évidemment se développer. Donc, moi, je ne peux pas m'empêcher d'y voir un paradoxe énorme. Parce que déjà, au niveau des motos, les motos sont... Alors, j'ai les chiffres, apparemment, qui normalement ne mentent pas. Apparemment, les motos ne représentent que 11% des émissions incriminées selon les chiffres du CEA de 2014. Donc les motos n'y sont pas pour grand-chose. On veut lutter contre la pollution. Les motos sont sont toutes en essence. Déjà d'une, c'est un premier cas. Les motos s'améliorent aussi au niveau des pots d'échappement pour limiter la pollution. Mais ce qui est très bizarre, c'est que ce sont les voitures qui engorgent le plus Paris qui sont responsables des bouchons. Et qui dit bouchon, dit plus de temps en voiture, donc plus d'émissions de gaz, plus d'émissions de CO2. Donc c'est aussi ça. C'est dire que les mesures vont être encore plus drastiques pour les motos que ne le sont pour les voitures, alors que les motos polluent moins et surtout restent beaucoup moins allumées. Parce que pour aller à Paris, même si c'est bouché, en 20 minutes, j'y suis. Les voitures vont mettre 2h30 si elles vont aux portes de Bercy, un peu plus si elles veulent aller vers Auteuil, donc c'est-à-dire faire tout le tour de la capitale. Donc c'est vraiment un gros problème. Et pour répondre à ça, la Fédération des motards en colère a lancé une pétition qui date d'il y a quelques jours, qui a déjà à peu près 5500 signatures, qui devrait être présentée, qui va s'arrêter. C'est ça que ça m'a fait réagir quand j'ai vu cette information, parce que Nicolas il y a un parallèle avec Nicolas, c'est que vous avez jusqu'au 22 mars pour signer la pétition, date du premier tour des élections départementales. Après, vous allez, après la pétition sera remise à Manuel Valls. Ça ne changera rien, comme la manifestation du 8 janvier qui a été organisée par les motards, ça ne changera absolument rien. En tout cas, c'est à mon avis un grand problème, parce que c'est attaquer les voitures et les diesels. C'est déjà un gros, parce qu'on a habitué les gens à dire il y a 20 ans, rouler en diesel c'est mieux. Maintenant on vous dit ah bah non, finalement ça pollue trop, on peut pas faire comme ça, etc. Donc c'est pour moi un gros problème. Et la deuxième chose, c'est que j'aimerais maintenant rappeler les véhicules, pour être plus clair, parce que c'est vrai que ça n'a pas été très clair aussi, qui sont les véhicules concernés et quelles sont les mesures évolutives. C'est ça qui m'intéresse le plus. Alors, les véhicules 1 étoile, c'est-à-dire en véhicule... Une étoile, pardon. Les véhicules privés qui ont 1 étoile, c'est-à-dire sont les mauvais élèves, hein, c'est les derniers de la classe, sont les essences et les diesels immatriculés avant 97. Et donc, le plan anti-pollution les concerneront à partir du 1er juillet 2016. Ça, c'est pour les motos, cette première étoile s'adresse aux 2 roues immatriculées avant le 1er juillet 2000. Donc là, on est vraiment les mauvais élèves. En tout cas, là, ça va concerner, dès le 1er juillet 2016, elles ne pourront plus rouler. Pour ce qui est des 2 étoiles,
Les 2 étoiles, ce sont pour les véhicules privés, donc Les véhicules particuliers, les VP. privés. Ce seront les diesels immatriculés avant 2001. Et pour les 2 roues motorisées, ça sera les motos plus ou moins 50 cm3, donc tous les 2 roues, si vous Moi, voulez. les 2 roues, on pense également 50 cm3. aux scooters. Au scooter, évidemment, bien sûr. Oui, bien sûr. Et donc, ça sera toujours le 1er août 2004. Donc là, on est encore dans les mauvais élèves. Donc, vous voyez déjà la différence entre les voitures. Et la troisième, et ce qui concerne 3 étoiles. Ah oui, non, c'est ça que j'ai oublié de préciser. Pour les 2 étoiles, elles seront interdites progressivement entre 2017 et 2020. Je précise ça. Enfin, le dernier point, pour les 3 étoiles, c'est-à-dire les diesels, pour les voitures, les diesels conçus, immatriculés avant 2006. Pour les 2 roues, immatriculés avant le 1er, et c'est là où le chiffre est énorme, avant le 1er août 2015, interdite progressivement d'ici 2020. Donc là, on a un vrai paradoxe. C'est-à-dire qu'au lieu de favoriser, je pense, le développement, parce qu'on n'est pas, les motards, ceux qui roulent en moto ne sont pas beaucoup aujourd'hui, hein, c'est quelques, je sais pas si ça doit être 1 ou 2 millions, et c'est encore, je trouve ça déjà énorme. Au lieu de favoriser justement l'utilisation de 2 roues, on a une mesure complètement incohérente parce que on va favoriser l'achat de nouveaux véhicules beaucoup plus récents, ça va évidemment bénéficier à l'industrie automobile. Déjà, c'est un premier truc. On attaque les motards beaucoup plus durement, alors que ce sont eux qui polluent le moins, et c'est encore une fois eux qui empêchent d'avoir plus de bouchons, parce que mettez tous les motards en voiture, Paris, vous allez l'atteindre en 6 heures. Hein. Donc voilà, c'est quand même un vrai problème. Donc les motards causent moins de bouchons, et on vient les embêter encore plus que les voitures qui, elles, sont beaucoup responsables. Elles sont bien plus responsables. Et aussi, les motos, ça évite que les transports en commun ne soient encore plus bouchés. Alors, on reviendra sur cette question des transports en commun, mais est-ce qu'on a une explication du pourquoi cet acharnement, ce que tu décris comme un acharnement envers les 2 roues? Alors justement, la Fédération des motards autocars s'est posé la question, elle s'est renseignée, et apparemment c'est quelque chose d'arbitraire, c'est-à-dire que les motos étant essence et étant en règle générale comment dirais-je, je vais y arriver, sont considérées comme plus polluantes parce que roulant généralement avec du 95 ou plutôt vers du 98. Donc elles sont considérées comme plus polluantes, mais ça ne tient pas l'explication. Parce qu'encore une fois, je rappelle qu'on reste moins sur la route, et deuxièmement, on empêche des bouchons, et on reste moins longtemps allumé. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est complètement incohérent. Et puis surtout, ce sont des machines moins puissantes que les voitures qui ont tendance à consommer plus, d'autant plus si on ne pratique pas le covoiturage. Je me trompe pas. Oui, exactement. Non, mais c'est pour ça que en plus, voilà, les mesures proposées pour on va dire, baisser la tension populaire, c'est de donner des primes à ceux qui vont acheter alors un véhicule électrique. La prime, elle sera assez élevée. Voilà, de préciser, au niveau des montants, électrique. La mairie de Paris prévoit 5 millions d'euros pour tout ce qui est incitation fiscale et aide pour ceux qui vont se reconvertir finalement. Oui, voilà. C'est-à-dire qui vont passer, qui vont abandonner leur voiture 1, 2, 3, jusqu'à 4 étoiles finalement, les voitures qui vont être progressivement interdites. Les véhicules progressivement interdits, pardon, pour acheter soit un véhicule propre, soit un vélo, soit passer au transport en commun. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et en tout cas, on a en tout cas ces mesures dont tu rappelais, mais on a aussi tout ce qui est prime pour les véhicules électriques, prime pour tout ce vraiment les meilleurs élèves, hein, voitures électriques. Deuxième de la classe, les véhicules hybrides. Donc pour ceux qui les hybrides, c'est à petite vitesse, c'est l'électrique, à haute vitesse, c'est le moteur classique qui se met en route. Et après, 500 euros, je crois, 500 euros de prime pour ceux qui vont acheter une voiture essence. Une voiture qui passerait d'un diesel à une voiture essence. 500 euros de prime. En voyant que les voitures vont être progressivement interdites, c'est-à-dire qu'en fait, tous ceux qui aujourd'hui utilisent comme nous, des véhicules assez vieux. Hein. Généralement, c'est 2000, pas plus tard, parce que ça coûte plus cher. Hein. Les véhicules, plus vous allez dans les voitures récentes, plus c'est cher. Hein. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, imaginez-vous tous les gens qui utilisent un véhicule, surtout si ça s'étend à d'autres villes, surtout si ça s'étend à la petite couronne avec le Grand Paris, peut-être avec la grande couronne, j'en sais rien, je sais pas comment ça... En tout cas, ce seront encore ceux qui pourront se payer des véhicules neufs qui pourront aller dans Paris. Et le problème, c'est que si les gens ne vont plus dans Paris en moto ou en voiture, comment ils vont y aller? En transport en commun.
C'est déjà, moi je les prends pas, je les prends jamais les transports en commun. Je vois toujours que c'est un gros bordel aux heures de pointe, qu'il y a beaucoup, les trams sont bondés, j'en sais rien. En tout cas, pour moi, c'est un gros problème. Et je ne comprends pas. Et c'est pour ça qu'il faut signer la pétition, même si vous n'êtes pas motard. Il faut signer cette pétition. Parce que, encore une fois, nous, en 15 minutes, on est à Paris. Et pas comme les voitures qui mettent. Moi, je ne vais plus à Paris en voiture. Pour certains trucs, mais c'est une fois tous les 2 mois. Voilà. Je ne vais plus à Paris en voiture. Puis la dernière fois, c'était avec ma voiture. Et la dernière fois, c'était avec ta voiture, justement. C'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais pas lui dire. Ça ne sert à rien. La moto, je vous assure, c'est très rapide et la pollution n'est pas. Là, j'avoue, je suis sorti de mon cadre un petit peu raisonnable. Oui, on l'a bien compris, devenez motard, c'est ton mot d'ordre. On va peut-être donner la parole justement à Nicolas. Peut-être réagir tout simplement à ce que Marc a dit. Bon, effectivement, j'ai été un petit peu... Enfin, je suis... Bon. Vouloir protéger... Alors, de préciser d'abord oui. ton statut en quelque sorte. Donc, tu es propriétaire d'une voiture, d'un véhicule si particulier. Pour resituer. C'est quoi l'immatriculation? Non, pour resituer. Marc étant... Effectivement. Sur les deux modes, VP et deux roues, toi tu es plutôt voiture du coup. Voiture, oui, j'ai pas de deux roues, ça c'est sûr, enfin si ce n'est mon vélo. On y reviendra plus tard sur les vélos. Oui, non mais d'accord, mais je le précise quand même. Et puis ça m'arrive Tu ne vas pas à Paris en vélo? Ça m'est arrivé, si l'été dernier bien sûr, mais pas dans un but précis, simplement pour me promener en vélo. Et puis effectivement, usager des transports en commun quand même, ça m'arrive des fois pour aller à Paris, mais c'est plutôt rare, je privilégie la voiture. Bon, peut-être qu'on peut y revenir, mais je crois pas que ce soit le cœur du débat. Peut-être en réagissant à ce que disait Marc, effectivement, je conçois qu'on puisse mettre en place des mesures visant à baisser la pollution, à favoriser un petit peu la circulation dans Paris, qui est une ville évidemment beaucoup engorgée. On le voit sur les transports en commun, mais c'est également le cas évidemment sur les axes routiers. Maintenant, je suis un petit peu embêté, et c'était un petit peu ce que disait Marc à la fin de son propos, sur tout ce qui va être interdiction d'une certaine catégorie de voitures, surtout que parfois on ne remonte pas très très loin. Enfin, je veux dire, à partir du moment où il y a des seuils qui sont fixés, qui sont déjà dans le 21e siècle, ça me pose problème, puisqu'il y a quand même encore beaucoup de voitures de ce moment-là, enfin de ces époques-là. Et puis, donc voilà, moi je suis toujours un petit peu embêté par ces différentes... choses qui font qu'on va interdire une catégorie de véhicules, que ce soit des motos ou des voitures, et puis effectivement principalement pour ce problème économique, enfin pour des questions économiques qui sont que on va favoriser finalement le dynamisme économique en incitant les gens à acheter des choses plus récentes, des voitures ou des motos, enfin des engins, des véhicules plus récents, ce qui effectivement a un impact économique, il ne faut pas le nier derrière. Mais à côté de ça, Marc soulignait ce problème de les plus pauvres vs les plus riches. Alors bon, il y a tout un tas de primes qui sont mises en avant. Là-dessus, je serais un petit peu plus... Alors, double discours toujours. Oui, c'est intéressant ces primes. Je vous pose la question directement. Oui, vas-y. Est-ce que c'est plutôt une décision bobo-démago ou est-ce que c'est vraiment nécessaire? Alors, pour moi, elle est nécessaire si on considère qu'on veut obliger les gens à acheter des véhicules plus propres et qu'on est vraiment dans ce trip-là que je dénonce un petit peu finalement. Alors pourquoi je le dénonce? Parce qu'à mon sens, évidemment, ça ne va pas résoudre le problème de la pollution à Paris. La pollution aujourd'hui, c'est en partie les entreprises, c'est les usages domestiques également. Donc il y a plein de choses qui font que, et c'est pas que l'automobile, donc on ne résolvera pas le problème comme ça. Je dis pas qu'il ne contribuera pas à le résoudre, mais on ne le résoudra pas avec ce genre de mesures. Et pour répondre à l'autre facette de la question, c'est quelque part... donc ça peut se concevoir ces primes. D'un autre côté, c'est encore de l'argent que l'État doit donner pour aider aujourd'hui à faire quelque chose. Je suis pas spécialement libéral ou son penchant contraire, j'analyse les choses. Je trouve quand même que là on est dans un système où l'État fait de l'interventionnisme parce que toutes les autres mesures que l'État ou la ville de Paris sera en mesure de mettre, toutes les collectivités seront en mesure de mettre en place pour réduire la pollution, comme c'est pas populaire, on met en face de ça des bourses, on donne de l'argent pour faire en sorte que la pilule passe, et ça me pose un problème. Ça me pose un problème parce qu'on multiplie les aides à tout va et on ne fait rien de concret, et ça rejoint ce que je disais juste avant sur le fait qu'on n'allait pas résoudre tous les problèmes de la pollution avec ce genre de mesures, à mon sens. Voilà. Mais bon, après, ce sera mal vu peut-être par certains qui sont défenseurs de l'écologie, mais je trouve que à la fois on n'en fait pas assez, et puis d'un autre côté, si on en faisait trop, je trouve, ça m'énerverait certainement à titre personnel, évidemment. Donc, si je comprends bien, je n'ai pas en face de moi plutôt deux membres d'Europe Écologie Les Verts.
Ah non, non, ça non. Non, mais. Non, mais. Non, mais. Non, Non, me lance Marc, pas. Marc a une chemise rouge, je vois pas comment il pourrait être chez Justement, Europe ouais, Écologie c'est- Les Verts. José Bové porte aussi parfois des chemises rouges. Hein. Précisons. Il est pas membre d'Europe Éco. Si, il y est. Oui, oui, il a été eurodéputé. Ah oui, c'est vrai, exactement. Même si on oublie souvent le profil des eurodéputés. Précisons pourquoi je parle des Verts, parce qu'évidemment ce sont eux qui poussent ces réformes. Rappelons le rôle de l'adjoint chargé des transports à la mairie de Paris, qui est Christophe Nadjowski, hein, son nom n'est pas facile à prononcer, voilà, qui représentait les Verts et qui s'est rallié, voilà, l'alliance traditionnelle entre le PS et Europe Écologie Les Verts, et qui aujourd'hui pousse à ces mesures. Voilà, est-ce que le PS n'est pas pris aussi à son propre piège? Et on voit que le PS, enfin Marc pourra ensuite réagir, mais on voit que le PS, pour le coup, est de plus en plus obligé de tenir compte de l'avis des Verts. Ça a été le cas sur le pass Navigo, où c'était une proposition, me semble-t-il, des Verts au niveau de la région. Et là, au niveau de Paris, pareil, bah, évidemment, bon, c'est normal, hein, donc, quand on a une majorité, d'entendre toute sa majorité. Et on voit aussi que ça tranche un petit peu avec le climat national, où François Hollande ne tient pas forcément compte de l'avis de ses alliés de 2012. Eh bien, en tout cas, au niveau local, on semble devoir tenir compte pour pouvoir obtenir un compromis. Hein. Mais les Verts se sont exclus du gouvernement. Du gouvernement, mais de la majorité initiale. Ah, bon, il y avait ces questions. Enfin, pour moi, c'était des alliés. Je veux dire, ils ont quand même appelé à voter François Hollande. Ne nous trompons pas là-dessus. Ça, c'est sûr. Marc, peut-être un mot sur... on sait que tu n'es pas vert, tu l'as bien montré, tu es plutôt rouge ce soir, rouge de rage. Oui, parce que J'ai j'avais cru que t'allais dire rouge tomate. J'ai eu peur. Je me suis dit, putain, Non, merde. pas du tout. Jean-Luc Mélenchon. Voilà, Oh. tu es plus Jean-Luc Mélenchon peut-être. Non plus. Fâché en tout cas. Je ne suis rien. Je suis personne. Voilà. Alors, sur ces questions peut-être d'alliance politique, ce piège aussi des élections, cette trappe qui se referme sur le Parti Socialiste, représenté par la personne d'Anne Hidalgo, nouvelle maire de Paris. Oui, non, mais me lancez pas sur Anne Hidalgo parce que non, là Qu'est-ce je qui vais se perdre, passe je vais perdre le côté raison parce que franchement, Qu'est-ce je que- n'arrive pas à me remettre de cette putain de loi. Excusez-moi, mais de Alors, de ce doucement, truc doucement, anti-pollution non. à la con. Non, mais je vais essayer d'être. Voilà, c'est ça qui te reste en travers de la gorge. C'est ça qui me reste en travers de la gorge. C'est en fait ce qui m'embête vraiment. Je vais vous dire. Justement, on essaye de détricoter un peu la chose, non, mais je de comprends. voir le jeu des alliances qui amène aussi à ce genre de Non, mesures. non, mais bien sûr, le jeu de l'alliance, je suis bien d'accord avec eux, qu'il faut il faut que la gauche garde cette alliance, possiblement, qu'il faut qu'elle garde cette alliance au vu des élections qui arrivent. Il faut que même au niveau national, ça puisse paraître une sorte d'alliance un petit peu logique, ce qu'elle n'est pas. Hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'on fait un pan sur l'anti-pollution qu'on est du côté des Verts. C'est-à-dire, c'est au plan national qu'il faut faire avancer les choses, mais apparemment ça n'avance pas. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment un jeu d'alliance sur ce côté-là. Moi, ce qui m'embête vraiment par-dessus tout, c'est que les gens aujourd'hui qui sont, cette alliance politique-là, ce sont les gens, à mon avis, les plus déconnectés de la réalité. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, habitent à Paris, peuvent avoir ce qu'ils veulent, ils ont le métro, etc., etc. C'est bien beau, mais je crois pas que tout le monde puisse aujourd'hui habiter à Paris. Je crois que beaucoup de gens aujourd'hui sont obligés d'y aller, parce que je me dis quand il y a tant de bouchons que ça, quand on voit le problème des transports en commun, des gens qui sont obligés d'y aller en voiture parce qu'ils n'ont peut-être pas pu se payer le permis moto, parce qu'ils n'ont peut-être pas envie de le passer, parce que c'est vraiment, il y a une réforme, c'est très compliqué maintenant. Oui, et puis tout le monde n'a pas envie de faire de la moto. Et puis tout le monde n'a pas envie de faire de la moto, c'est sûr, parce que c'est quand même, enfin, moi j'en fais pas tout le temps, mais je veux dire, pour ceux qui en font tous les jours, c'est quand même quelque chose qui est très dangereux sur le plan humain. Et c'est vraiment un problème. Mais je veux dire, Décidément, on arrive sur le côté de la santé. Hein. oui, on va y arriver. Et puis ce qui est très dangereux, c'est que en fait, on nous vend déjà d'une, il y a un vrai problème au niveau de la constitutionnalité, je pense, parce que je sais pas, de ce que je sais, je crois que la circulation libre des personnes nous permet d'aller un peu partout. Donc là, c'est carrément liberticide, parce que si on n'a pas le bon instrument, on peut pas aller jouer dans Paris. Enfin, c'est un petit peu ça. Je caricature très vite. En tout cas, c'est là-dessus que je voulais revenir. Mais je veux dire, une moto aujourd'hui, c'est une voiture en moins et c'est une personne en moins dans les transports en commun. Or, ce sont les motos qui sont le plus touchées. Ouais, très bien. 5 ans de différence en 2015 pour qu'on. Enfin, une voiture. En 2020, il faudra qu'elle soit minimum de août 2015 pour pouvoir rouler. Donc ça veut dire Qu'est-ce 5 que ans, c'est c'est moins de 5 ans. Un peu moins. Oui, 4 ans et demi. Oui, 4 ans et demi, exactement. Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui une voiture qui est vieille de 4 ans et demi? Ou une moto d'ailleurs. Là, c'est la moto. Ce n'est absolument rien. Mais quand je vous dis que c'est rien, c'est que ce n'est rien du tout. Si Marc le dit. Non, mais
Une voiture qui a 4 ans, regarde, aujourd'hui, on voit beaucoup de voitures qui ont 20 ans qui roulent très bien. C'est-à-dire que pour moi, c'est ça aussi, voilà, le côté un petit peu délirant de la chose, c'est que ça va pousser les constructeurs automobiles. Je me dis qu'il y a forcément une alliance derrière cette alliance à la con avec les Verts. Il y a forcément une alliance avec c'est pas possible, avec voilà, pas le lobby automobile, mais enfin, en tout cas avec les constructeurs automobiles. Parce que ils vont construire de nouveaux véhicules, ils vont vendre, en fait, ils vont augmenter les ventes. Évidemment, les voitures sont plus faites ici, elles sont faites ailleurs, donc ça ne va pas bénéficier du tout aux emplois. Déjà, c'est un premier truc. Et au lieu justement d'y aller en douceur, là, c'est quand même très brut. Hein. Vous ne pourrez plus rouler, c'est impossible. Voilà, vous ne pouvez plus rouler. Et la dernière chose que je voulais ajouter à ce problème-là, c'est que ce n'est pas en validant une loi, une loi anti-pollution qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, il faut d'abord faire changer les mentalités. C'est-à-dire que si on nous a habitués, enfin en tout cas nos parents et nos grands-parents, depuis au moins bien 40 ans, 30, 40 ans, à la voiture. Ah, on pollue, mais vous inquiétez pas, les constructeurs automobiles sont meilleurs. La voiture. Donc, en fait, c'est décaler le problème. C'est décaler le problème parce que les gens ne sont pas prêts à acheter un vélo. Parce que, oui, merde, tu disais, voilà, on en arrive justement à cette question de la santé. Les gens vont acheter un vélo. Alors, ça va être bien pour leur santé, etc. Mais les gens qui sont habitués à aller en voiture, qui habitent en grande couronne et qui vont dans Paris tous les jours, ne vont pas aller à Paris en vélo. Enfin, j'ai un doute. Alors aussi, il y a cette Je question. confirme, c'est très difficile quand même, parce que moi je l'ai fait en loisir, mais quand même, aller à Paris depuis même la petite couronne, c'est pas forcément évident, mais alors encore plus moins. Mais bien après. sûr. Et puis là, il va y avoir une impossible. amélioration. J'ai vu des aides pour le pass Navigo. J'ai l'information. Voilà. Oui, voilà, exactement. Le Des pass. Autolib, Vélib aussi, il y aura des réductions, c'est ça, si j'ai bien. Voilà, des passes Navigo qui vont être offerts aux gens qui se convertissent, notamment les professionnels, des passes découvertes pour Autolib, je pense un pass annuel pour Vélib également. Voilà, on va devoir aussi développer ce genre de service urbain. Mais en tout cas, on fera pas changer les mentalités C'est un comme service ça. qui fonctionne aujourd'hui parce qu'ils ont quand même, excusez-moi, mais ils ont quand même, même s'ils fonctionnent très bien, ils ont une aire de recrutement relativement faible. Imaginez quand tout le monde va vouloir utiliser ces services. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Excuse-moi, Les vélos, alors. à chaque fois, moi souvent quand je vais à Paris, et j'y vais pas souvent, à chaque fois que je vois des bornes pour les Vélib, elles sont vides. Elles sont vides. C'est-à-dire que ça va être un vrai problème si tout le monde se convertit là-dessus. Si en plus les gens viennent en transport en commun, déjà, je sais pas, moi je parle entre Après, il y guillemets a le sans Grand connaître. Paris, hein, il y aura tous ces Oui. axes, c'est en développement, on remplace les lignes de bus par des tramways qui sont plus grands, etc. Mais bon, Voilà, alors j'allais justement vous amener jusqu'à ce point-là. Peut-être en me faisant l'avocat du diable par ailleurs, parce que je vois deux enragés face à moi, mais n'est-ce pas finalement ce plan anti-pollution cohérent en vue de ce qui arrive à l'horizon 2020, c'est-à-dire... Non, parce que les grandes Alors, juste... Non, parce que les villes Alors, de laisse-moi province seront aussi concernées. terminer Mais oui, mais ma c'est question, con. parce que tu es le maître dans la Mais discipline, des questions très longues, donc je me permets aussi de poser une question assez complète. Voilà, n'est-ce pas cohérent quand on voit ce qui se profile dès l'année prochaine, la zone unique pour le pass Navigo, donc une plus grande possibilité de déplacement en Île-de-France, et puis à terme, comme l'a un peu présenté Nicolas très brièvement, le Grand Paris Express qui commence à se dessiner, voilà, avec le métro automatique qui va desservir la petite et la grande couronne. Voilà, est-ce que c'est pas cohérent quand on voit ce qui se développe notamment au niveau des transports en commun? Bon, bah, je vais répondre. Non. Voilà, maintenant tu peux répondre. Non, je dis non, Marc. je dirais non pour deux choses. Déjà, la première, c'est que le processus pourra être étendu au le plan anti-pollution pourrait être étendu avec le Grand Paris à la petite et voire à la grande couronne. Donc, c'est quand même gigantesque, surtout qu'en plus, il faut pouvoir aller, même dans la petite couronne, c'est beaucoup plus facile de voyager en voiture qu'en métro. Enfin, du moins, plus simple, enfin, plus sympa pour ceux qui les utilisent. Et non, et non aussi parce que le plan va concerner d'autres villes de province. D'autres grandes villes. C'est-à-dire qu'on n'a pas un Grand Paris, on n'a pas un Grand Bordeaux. Le Grand Paris, c'est Grand Paris, on n'a pas un Grand Bordeaux, un Grand Lyon, un Grand Marseille, un Grand Montpellier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Alors, il y a quand même. Alors là, tu te trompes. non, mais il y a. Nicolas en avait parlé mais la semaine dernière. Il y a la métropole lyonnaise qui se développe notamment. Oui, non, mais il n'y a pas de. Je veux dire, le plan. C'est-à-dire que là, je parle dans temporalité. Dire, ah bah le Grand Paris arrive, donc on va faire ça. Non. C'est-à-dire que là, Oui, mais là, c'est ce qui est de plus chaud, de plus capital, c'est le cas de le dire.
Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que ce que j'essaye de te dire, c'est que là, on joue sur justement, est-ce que c'est cohérent ou pas parce qu'il y a le Grand Paris qui arrive. Et là, je dis non. Je dis non, que ce n'est pas cohérent. Moi, pour moi, faut pas se cacher derrière cet alibi du Grand Paris. C'est ça que je veux dire. C'est que ça ne sert aucunement, étant donné que le processus va être développé ailleurs, dans d'autres grandes villes et même dans les petites couronnes. Donc, pour moi, c'est complètement. C'est des faux arguments. Non, le but, c'est tout simplement d'essayer de dire aux gens de s'être habitués à un processus qui maintenant va falloir de se déshabituer, plus rouler en voiture, plus faire ci, plus faire ça, alors qu'on nous vend tout le temps qu'il faut avoir une voiture aujourd'hui pour essayer de trouver un travail, avoir un permis, etc. Non, bah là on nous dit bah telle voiture pourront pas. La majeure partie des voitures, enfin peut-être pas la majeure partie quand même, mais je pense qu'il y a une bonne moitié de voitures, ce sont pas des voitures neuves, ce sont pas des voitures qui ont moins de 10 ans, bien beaucoup plus. Donc c'est ça le problème, pour le coup là c'est une élite un petit peu bobo comme tu disais, c'est un petit peu un plan un petit peu. Ah, moi, je n'ai rien dit, je demandais. C'est un petit peu bobo en disant oui, il faut sauver la planète, etc. Oui, enfin ça va aller 5 minutes la planète. Bon, de toute façon, maintenant on pourra, à mon avis, la courbe pourra plus s'inverser. C'est ce que, pour moi, je suis pas scientifique, mais tout le monde le dit. Donc voilà. Nicolas, pour répondre à ma question sur la cohérence de cette politique. Oui, effectivement, si on prend la politique dans un... Mais alors, c'est toujours le même problème, c'est un petit peu ce que je disais la semaine dernière sur les collectivités, c'est-à-dire qu'on met la charrue avant les bœufs. Attendons peut-être aussi de voir ce que donnera ce Grand Paris avant d'annoncer. Alors bon, vous me direz, le calendrier électoral est très pressant, hein, les élections municipales, en l'occurrence pour Paris, ce sera 2020, donc forcément, ce sera trop tôt, les élections auront lieu trop tôt pour tirer des conclusion du plan que propose Anne Hidalgo. Je suis très sceptique. Après, est-ce qu'il y a des arguments derrière ça? J'en sais rien. Je suis sceptique à titre personnel sur ce genre de mesures. Paris a bien changé déjà depuis ces dernières années. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut s'arrêter ou est-ce que ça veut dire qu'il faut continuer? Je ne sais pas. Bon, Paris a bien changé et dans le positif, aujourd'hui, on peut faire du vélo à Paris, ce qui n'était pas forcément le cas avant. On se faisait klaxonner de partout et puis c'était très très pollué. Ça l'est un peu moins aujourd'hui, d'après ce que j'ai ouï dire, en tout cas avec des responsables de Vélib que j'avais rencontrés il n'y a pas longtemps. Maintenant, là, je voudrais pousser peut-être un coup de gueule qui n'était pas prévu et j'en suis désolé, mais juste sur la structure. Voilà, quand on lance des politiques soi-disant bénéfiques, et a priori elles le sont pour la pollution, elles le sont pour la circulation. On était justement à Paris avec Marc, Hugo, il n'y a pas longtemps, et on se rend compte qu'il y a un bordel monstre avec ces fameux couloirs de bus. Alors évidemment, on va pas en débattre. Non mais voilà. Alors, on va pas rentrer là-dedans. Merci. Mais regardez ce que donne. Non, parce que là, regardez ce on va que donne finir dans une manifestation politique, de. Voilà. Non mais juste terminer. Chauffard en colère. Si je peux terminer ma phrase en disant que regardez ce que donne une infrastructure censée faciliter le travail. Enfin, je veux dire, encore le jour on arrive à les voir, mais la nuit c'est très difficile de se repérer et donc ça crée des problèmes. Alors, ça crée peut-être pas des embouteillages, bien que je pense aussi, mais ça crée de toute évidence des accidents. Ce qui pourrait nous emmener au thème de la santé. Je ne sais pas si on y arrive tout de suite ou s'il y en aura un petit moment, mais voilà, des accidents et donc forcément des problèmes majeurs et directs, et pas des problèmes sur l'environnement de demain ou dans 2 siècles, mais bien d'aujourd'hui. Je voulais juste, j'ai dit une phrase. Moi, je pense que le but aujourd'hui de la mairie de Paris, c'est de faire en sorte que d'ici 20 ans, il n'y ait plus une seule bagnole dans Paris, plus un seul véhicule motorisé. Pour moi, c'est mon avis. Alors, de rappeler quand même, ce qui est annoncé, c'est que à terme, on ait une piétonisation de l'ultra-centre. Uniquement l'ultra-centre. Voilà, ça se limite à ça pour le moment. Alors, oui, avant de passer à la santé, j'aimerais, comme passerelle, faire un focus, si vous me permettez, un petit point sur une chose qui me tient à cœur. Véligo, j'en avais évoqué l'idée il y a de ça 1 ou 2 semaines. Véligo, qu'est-ce que c'est? C'est un projet en fait de consigne à vélo et d'abri à vélo qui est subventionné par le STIF, donc le syndicat des transports en Île-de-France. Le vélo, c'est bien a priori parce qu'on ne pollue pas et en plus on fait du sport, donc ça c'est tout bénef pour la santé. Et ce que fait Véligo, c'est de développer autour des gares et des stations d'Île-de-France, notamment hors de Paris, donc de plus en plus de places, avec l'objectif pour 2016, 9000 places, pour l'objectif 2020, 20 000 places, voilà, entre consignes sécurisées et abris, tout ça en complément du coût du pass Navigo. On est sur une fourchette allant de 10 à 30 euros par an. Vous payez pour mettre en fait votre vélo en sécurité, avec un financement qui est assuré à 75% par le syndicat des transports d'Île-de-France.
et à 25% par le maître d'ouvrage qui est souvent finalement la RATP, la SNCF, qui gère finalement le pôle de la gare. Donc tout ça inscrit dans le plan de déplacement urbain de la région. Voilà, c'est une manière aussi peut-être d'encourager d'autres modes de transport, ce qu'on appelle les mobilités douces, et évidemment d'encourager ce détachement de la voiture. La voiture qui dans les zones périurbaines, vous le connaissez messieurs, vous avez comme moi une formation de géographe, le phénomène de périurbanisation. Donc l'étalement urbain, on s'éloigne de plus en plus de la ville-centre pour développer des villes périphériques pour aller très grossièrement. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on fait? On prend sa voiture, si ce n'est pour aller à Paris, au moins pour aller jusqu'à la gare. Parce qu'on n'habite pas toujours dans une ville où il y a une gare qui va mener au centre économique, à savoir la capitale le plus souvent. Et donc voilà, on développe aujourd'hui de plus en plus, notamment à travers Véligo, affaire à suivre, des modes alternatifs. On avait les transports en commun, notamment le bus pour lier le domicile à la gare. On a aujourd'hui de plus en plus le vélo, parce qu'il faut bien le dire, dans beaucoup de gares d'Île-de-France, il n'est pas possible de garer son vélo et de le retrouver à la fin de la journée. Soyons concrets, il y a pas mal d'expériences de gens qui garent notamment sur le campus de la fac et qui ne retrouvent pas le soir venu leur vélo. J'annonce aussi que ça risque d'arriver notamment dans le développement de cette gare, le nouveau pôle Descartes qui va arriver dans le courant, je crois, 2017-2018 pour le Grand Paris. Risque d'arriver aussi l'aménagement d'abris et de consignes sécurisées. Voilà, avec des places limitées, vous payez en complément de votre passe Navigo et vous avez une place sécurisée pour votre vélo. Voilà, donc pratiquer le vélo, c'est bon pour la santé. La santé, justement, elle est plutôt patraque. On est plutôt patraque en hiver. Bon, on a eu un hiver pas trop méchant cette année, mais c'est pas fini. Et donc voilà, on l'a vu, nos chroniqueurs, moi-même, étions progressivement, successivement malades, mais pourtant présents à l'antenne. Et donc, notamment la grippe, qui n'a touché, heureusement, aucun d'entre nous, qui n'en a tué aucun d'entre nous, qui plus est. Mais la grippe... Quoi qu'on n'a pas... Voilà, c'est ce que j'allais dire, on n'a pas de nouvelles de Maxime. Maxime est un peu en retraite en Normandie, voilà, pour ses activités, notamment manuelles. La grippe qui, cette année, a tué 5 à 6... on annonce qui a commencé à tuer et qui va commencer, voilà, sur l'année, 5 à 6 000 décès, alors que habituellement on est plus autour de 2 à 3 000 morts, qui touchent évidemment particulièrement les personnes âgées. Mais voilà, on se dit, la science se développe de plus en plus, mais pourtant on n'arrive pas à lutter contre la grippe, qui est pourtant une maladie assez connue. On avait, il y a de cela 5 ans, la grippe aviaire notamment, qui s'était développée, H1N1, un mouvement de panique, un mouvement de vaccination qui a fait flop. Aujourd'hui, la grippe traditionnelle revient en force, en quelque sorte. Messieurs, peut-être un petit mot là-dessus, Nicolas. Voilà. Oui, alors est-ce qu'elle est traditionnelle? Je ne sais pas, cette grippe. Si ça se trouve, elle se développe parce que... on sait que la grippe habituelle, celle pour laquelle on avait sorti le vaccin, a muté. Et donc, c'est cette mutation qui serait à l'origine, effectivement, du phénomène. On a une grippe virulente, a priori, cette année, qui est assez importante et qui crée de nombreux problèmes. Et effectivement, on a des prévisions de mortalité au-delà des années habituelles. Et donc, ça semble inquiéter beaucoup de monde. D'autant plus, on va le voir dans la suite du sujet, que effectivement, les hôpitaux, on en entend parler depuis plusieurs années, ferment, sont moins importants, n'ont plus de financement, etc. Et donc, du coup, forcément, quand on ajoute une situation de crise, une situation d'urgence à cela, eh bien, on a du mal à y répondre et ça crée des problèmes. Ouais. Et puis je pense que c'est un phénomène assez logique. C'est un petit peu comme ils font des pubs sur les antibiotiques, en disant que oui, si on l'utilise à tort, ils deviendront moins forts. C'est un petit peu le même problème que le virus de la grippe. C'est qu'au bout d'un moment, nos organismes s'habituent à avoir cette grippe classique. Donc forcément, les organismes mutent. C'est le principe un petit peu de tous les virus. Ils s'adaptent en fonction des besoins, entre guillemets, comme l'homme a évolué d'il y a de tel millénaire jusqu'à aujourd'hui. J'ai rien d'autre à ajouter. Merci Michel Simès. De rien. Voilà, on l'a dit, en plus on est dans la crainte. On n'en a pas beaucoup parlé dans cette émission, mais les gens l'ont suffisamment vu. Ça a été
il y a une très grande couverture médiatique autour d'Ebola qui a touché l'Afrique. Donc il y a une espèce peut-être de crainte face à une épidémie qui pourrait devenir mortelle. Bon, on ne craint pas, évidemment, en France, de telles effusions de sang et comme on l'a vu avec Ebola, des gens arrivaient presque en scaphandre face aux malades, évidemment. Mais Là, il y avait besoin quand même, hein. oui, oui, Ebola, c'est autre chose. Évidemment, c'est bien plus grave, bien plus dangereux et bien plus méconnu aussi, parce qu'on n'arrive pas aujourd'hui à le traiter. On cherche des traitements, notamment des traitements antigrippaux qui sont utilisés, essayés face aux malades d'Ebola. Pourquoi pas, voilà. On a réussi quand même à soigner quelques Occidentaux, notamment des Américains. D'autres Occidentaux et surtout des Africains sont morts énormément. Mais on a évidemment des craintes, des raisons d'avoir ces craintes, notamment, tu l'as dit, Nicolas, autour du problème de l'État-providence se pose le problème de l'égalité territoriale face à la médecine, et notamment la question des déserts médicaux. De plus en plus, on voit des territoires qui sont désertifiés, Dépourvu, oui, dépourvus de médecins, de services jeunes médicaux. médecins, parce que les médecins traditionnels partent à la retraite et finalement personne n'est là pour les remplacer notamment. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que ça avait été reporté un petit peu parce que c'est-à-dire que les médecins ne partent pas à la retraite, enfin partent rarement à la retraite à 60 ans. C'est un métier dans lequel on peut facilement dépasser les 65-67 ans avant de partir à la retraite. C'est assez... Et d'autant plus dans les zones rurales, évidemment, où étaient installés les médecins. Donc, c'est-à-dire que si on prend un médecin, je sais pas moi, à quel âge ça commence un médecin à exercer, mais admettons 25-30 ans, j'imagine, 30 ans. à 25, peu t'es près. gentil, hein. Ouais. Non, mais 25, je suis gentil, mais je disais, c'était pour... Bon, Et bref. 30 ans, 30 ans, voilà. Donc un médecin fait facilement 35 ans de carrière. Donc disons que peut-être qu'il y a eu une génération et pendant un bon moment, on était tranquille, quoi. Il y avait des médecins un peu partout et il n'y avait pas besoin. C'est le fameux numerus clausus qu'on avait diminué en disant il n'y aura pas besoin de médecins et on est tranquille et voilà. Et puis, au-delà des médecins, dont parfois il manque des médecins en zone rurale, il y a aussi les spécialistes, évidemment. Toutes les spécialités, ophtalmo, dentistes, etc., pour qui, ça fait quelques années on le dit, il y a de plus en plus de difficultés à prendre rendez-vous avec eux. Il faut patienter parfois un mois, mais ça c'est très gentil, voire 3 à 6 mois, si ce n'est pas parfois un an dans certaines zones, pour pouvoir prendre rendez-vous avec son gynécologue, son ophtalmo, etc. Bon, alors j'imagine que si vous avez une urgence, vous pouvez quand même passer en priorité, mais de manière générale, c'est assez difficile de prendre rendez-vous avec eux. Et donc effectivement, ça, on en parle, d'où la naissance des maisons de santé ou de tout un tas de choses qui regroupent des médecins dans un même lieu, souvent dans une des villes les plus proches, mais dans l'une des villes, donc ça veut dire dans un endroit où on a déjà des services desservant et finalement les autres zones. Les zones les plus rurales, les zones les plus éloignées, les plus petites villes. Donc voilà, on n'a plus aujourd'hui cela. Et finalement, on rejoindrait presque le sujet précédent, sans y revenir, sur l'automobile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour aller voir un médecin, alors encore plus quand il s'agit d'un spécialiste, eh bien, il faut prendre son automobile parce que y aller en transport, faudrait qu'il y ait un car qui passe, et puis y aller à pied, y aller en vélo. Bon, on imagine que si on va voir le médecin, c'est que généralement on va pas bien, mais voilà, c'est compliqué. Et donc, effectivement, on éloigne, il y a de moins en moins de médecine de proximité à proprement parler, et c'est la même chose évidemment pour les hôpitaux, que on ferme les petits hôpitaux. Alors sous prétexte, c'est là que ça devient intéressant. Évidemment, ces hôpitaux ont tous été construits à une certaine époque, et dorénavant, ces hôpitaux ne sont plus assez modernes et donc sont dangereux du fait de leur vieillesse, de leur vétusté, et plutôt que de les moderniser, ce qui coûterait cher, et on le sait, le trou de la sécurité se creuse, eh bien on décide de fermer, alors que ce soit un hôpital entier ou alors des spécialités. Souvent les maternités ferment pour être déplacées dans les grandes villes. Alors là, on commence à faire de la maternité de haute performance, c'est-à-dire qu'on va vraiment dans des grandes villes. Les petites villes n'ont plus de maternité, les moyennes villes de moins en moins, et on fait des grands pôles censés répondre aux attentes de tout le monde. Et il y avait eu dans l'actualité ces histoires de mamans qui avaient parfois à leur accoucher, et puis soit qui étaient décédés, soit leur enfant était décédé par manque de soins parce qu'elles étaient trop loin de la maternité. Il y a des choses comme ça qui se produisent pour les naissances, et il y a aussi
à craindre pour la mortalité infantile qui risque d'augmenter évidemment. Et puis il y a des choses qui se passent de manière générale parce que les hôpitaux sont trop éloignés, parce qu'on enferme, et du coup les temps de trajet sont rallongés. Et quand il s'agit d'une urgence vitale, eh bien le temps de trajet trop important pour rejoindre un hôpital, eh bien crée la mort de personnes. Faut pas l'oublier, voilà, parce que Ouais, tu m'as l'air bien alarmiste en tout cas. bah c'est oui, mais évidemment. Je dis pas que je le serais, enfin que je suis alarmiste de manière générale, mais il y a de quoi s'alarmer quand on voit, en rappelant, et tu l'as dit dans ton propos, que voilà, État-providence, mission de l'État. On parlait, voilà, est-ce que l'État doit donner des primes pour acheter des voitures pour que les gens s'équipent? La priorité, c'est la santé immédiate. Ce sont les hôpitaux, ce sont les médecins et l'environnement. Oui, bien sûr, mais réfléchissons-y plus calmement. Alors Marc, je te sentais avec l'envie de lui répondre. Ou de me répondre. J'écoutais religieusement ce que disait Nicolas parce qu'il Ah. a des éléments de réponse que moi je n'ai pas. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que évidemment, il y a un manque de médecine de proximité, d'hôpitaux de proximité. Il y en a beaucoup plus d'ailleurs. Enfin, dans certains pôles sont plus remplis. Enfin, certains pôles urbains ou autres sont beaucoup plus remplis et d'autres moins. Évidemment, bon, c'est le principe de l'inégalité spatiale. C'est comme ça aussi. Et bon, il faut peut-être l'améliorer, certes. C'est un point à étudier, mais bon. Non, ce qui m'embête plutôt, moi, aujourd'hui, c'est que Nicolas s'offuse de dire oui, les gens meurent, les États-providence, etc. Pour moi, ce sont des vieilles. Ce qui est embêtant, à mon avis, avec l'État-providence, avec toutes ces notions, genre aider la santé, etc., c'est que on rend les gens de plus en plus dépendants de ces structures-là. C'est-à-dire que pour n'importe quoi, ces gens vont aller aux urgences. J'ai un bras cassé, je vais aux urgences. J'ai un rhume, je vais aux urgences. Je le cautionne pas, hein. Non, mais je te critique pas, Nico. Je suis d'accord avec toi, mais en disant que, en fait, on fait une génération de fait d'hypochondriaques. Enfin, j'exagère évidemment parce qu'hypochondriaque, bon, il se tape le bras contre un truc, il va à l'hôpital parce qu'il croit qu'il a cassé son bras ou autre. Mais on fait, à mon avis, une génération. Quand on voit aujourd'hui que les pharmacies de garde sont le dimanche bondées, mais à des proportions. On se demande comment c'est possible. On pense que c'est un marché, c'est pas possible. On se dit c'est pas possible. Quand on voit que les urgences, des gens s'offusent, des gens se battent dans les urgences parce qu'ils sont pas pris avant, etc. Moi, j'y suis allé une fois aux urgences dans ma vie. Je m'étais ouvert la main. Bon, j'ai quand même eu 17 points de suture. Il y en avait besoin. Il y avait vraiment besoin que j'aille à l'hôpital, que j'aille aux urgences. Mais je vois des gens qui ont mal au crâne qui vont aux urgences. Je vois des gens qui viennent se taper contre un meuble, ont un bleu, vont aux urgences. La maman de sa maman, enfin, j'ai vu un exemple que ça dans un envoyé spécial. Genre, sa maman vient de tomber par terre. Visiblement, elle a rien, elle se sent bien, mais non, il faut l'emmener à l'hôpital, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors qu'un généraliste aurait sûrement pu suffire. Oui, mais les généralistes, je pense que quand les gens vont à l'hôpital, c'est parce que le généraliste est fermé, Pas notamment. seulement, moi je pense pas seulement. c'est Alors ça, justement, ça m'amène à vous poser une question. Vers quoi doit-on se tourner? Est-ce qu'on doit être amené à ouvrir davantage les généralistes, notamment le week-end? Ou je fais le lien avec un article que j'ai lu dans le Time. Ça se passe aux États-Unis. De plus en plus, les pharmacies, notamment le numéro 2 du pharmaceutique aux États-Unis qui s'appelle CVS, voilà, CVS, qui commence à développer des pôles médicaux à l'intérieur des pharmacies où ce sont plus des médecins, mais plus des infirmiers, infirmières, praticiens qui vont justement, que vous allez rencontrer pour vous faire soigner, prescrire des choses. Est-ce qu'on doit aller vers ce genre de pratique-là, vers Alors- peut-être davantage de libéralisation dans le domaine du médical? C'est compliqué. Bon, moi je serais pas pour à l'origine. Maintenant, je dois bien admettre que personnellement, oui, effectivement, donc petit mal de gorge et petit rhume Voilà. en début de ce mois de février, je ne suis pas allé voir le médecin. Alors, le motif pour vous donner toutes les clés de l'analyse, je n'avais pas le temps, je jugeais ne pas avoir le temps, c'est-à-dire que si je devais aller chez le médecin, je ne pouvais pas poursuivre mes activités autres. Donc du coup, j'ai pris la décision, plutôt que d'annuler les missions politiquement incorrectes, j'ai pris la décision d'aller directement à la pharmacie, demander conseil au pharmacien qui m'a donné des médicaments. Alors j'en ai payé j'en ai eu pour mon argent, hein, je peux vous le dire, mais voilà, parce qu'évidemment pas remboursé, mais j'ai été voir directement le médecin parce que je jugeais que j'étais pas non plus dans un état trop compliqué. Évidemment, j'aurais eu une grippe, j'aurais peut-être plus facilement vu le médecin, c'est sûr. Il aurait sûrement mieux valu.
Voilà, mais en attendant, oui, les pharmacies, ça crée un problème parce que les pharmacies, on est entre le commerce et le soin quand même. On est quand même sur un commerce, on est sur quelque chose de détenu par un commercial, c'est un lieu de vente. Surtout qu'aujourd'hui, les pharmacies font aussi de la parapharmacie et donc vendent effectivement des petites crèmes pour s'hydrater les mains, plus que enfin, autre que les médicaments. Mais voilà. Autre pan, évidemment, l'automédication. Alors ça, c'est toujours problématique. Vous savez, ceux qui se passent de la vie d'un spécialiste pour se soigner et qui ont des réserves de médicaments à la maison. Bon, ben, ça arrive très souvent en début de maladie, effectivement, de devoir se débrouiller par ses propres moyens. Et cela, ça rejoint notre point d'avant. C'est tout simplement parce que aujourd'hui, il faut prendre rendez-vous avec le médecin et que c'est pas rare de devoir attendre 2-3 jours avant de le voir, le médecin. Et même dans nos villes, parce qu'ici on est dans des villes, bah, ça peut arriver. Je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, vous êtes plus ou moins obligé d'avoir un médecin à vous. Vous déclarez un médecin traitant parce que sinon vous allez payer plus cher ou je sais plus quoi, ou les remboursements seront moins faciles avec les autres médecins. Bon, bah si on part de ce principe-là, si votre médecin a des journées de consultation où vous êtes obligé de prendre rendez-vous, eh bien vous devez patienter 2-3 jours, allez patienter alors bon, je parle pas de la grippe, qui là évidemment vous êtes pris en charge assez rapidement, puis au pire des cas vous allez aux urgences, et Marc le disait, voilà, si vous n'arrivez pas à voir votre médecin, bah, vous allez aux urgences parce que bah, là on vous prendra peut-être en charge. Attends, moi j'ai pas dit ça. Hein. Non, mais c'est moi qui le dis. Ah du coup. d'accord, j'ai pas Et dit toi, ça, tu moi. t'offusquais de ça. Ah ouais, je m'offusque mais voilà, de ça. ce que je veux dire, Je c'est qu'il y a des m'offusque. moments où, si le Bah médecin oui. traitant ne peut pas vous voir et que vous mais êtes attends. dans un sale état- Décidément, Marc est révolté. Ah non, mais non, moi, alors je suis juste choqué. peut-être laisser finir Nicolas. Non, mais pour moi, l'automédication, aller voir le pharmacien plutôt que le médecin, c'est Ça, c'est bien. Bon, Ça, alors, c'est bien. Alors attends, Bah, non, mais je suis laisse-le pas- terminer. Je suis pas persuadé parce que moi j'ai déjà vu être malade, essayer de trouver 2-3 médicaments pour aller mieux et finalement il y a rien de mieux que d'aller voir le médecin et le lendemain ou le surlendemain on va beaucoup mieux. Ça, c'est placebo. Alors, non, attends, pas forcément, je suis désolé. Non. Alors, il va te donner les bons médicaments qui Marc, correspondent. cesse Son donc parlerai boulot. après. de le couper. Je vais te donner la parole si tu me. Je veux la permets de- parole. Je pense que c'est le boulot Merci. du médecin, donc il faut qu'il le fasse. Mais voilà, donc cette automédication, le fait d'avoir la pharmacie, etc. À mon avis, c'est symptomatique d'une évolution de la société. Si je juge que mon cas de ne pas avoir le temps, c'est une évolution de la société. Deuxièmement, effectivement, les problèmes des remboursements aujourd'hui sont importants au niveau de la sécurité sociale, son trou de la sécurité, etc. Et puis, évidemment, les déserts médicaux, en tout cas l'allongement des délais avant de pouvoir voir un médecin, font partie des choses qui ont un rôle, à mon sens, dans l'évolution des pratiques de santé. Et c'est comme quand on avait le débat sur les retraites, à vouloir reculer la retraite en disant les gens vieillissent meurent plus tard. Au bout d'un moment, à force de tirer sur la corde, on finit par avoir des statistiques qui redescendent et qui cessent de monter. Et c'est ce qui va se passer, je pense, sur la question des retraites, et c'est ce qui va se passer sur la question de la santé, à savoir qu'on a peut-être atteint un seuil et qu'on va redescendre parce qu'aujourd'hui, on ne donne plus les moyens qu'on a donnés auparavant à la santé. Alors Marc, tu sembles te tourner davantage vers l'automédication, mais plutôt Doctissimo ou Allo Docteur. Non, parce que il est con. Michel Simès. Bonjour à tous. Voilà, Non, deuxième tentative d'imitation. Ouais, mais pas terrible. Hein. Non, je l'ai pas. Bref. Décidément, je l'ai pas. L'automédication, c'est un bien grand terme, l'automédication. Pour moi, c'est juste du bon sens. Je veux dire, quand on tousse, quand on a mal à la gorge, c'est souvent ça. On a un rhume, on se mouche. Bon, voilà, des gouttes dans le nez, ça suffit. Si on a mal à la gorge et on voit que ça perdure, si on a des points blancs au fond de la gorge et qu'on a une angine, c'est que là, c'est pour le coup, c'est un virus, ça mérite des antibiotiques. Donc là, on Mais est t'en obligé. connais des choses. enfin, je Mais veux dire. non. Mais non. Non, mais... Alors voilà. Non, ce que je veux dire, c'est Alors, qu'il y a des trucs- visiblement, il y a une perte de la À connaissance mon avis, au niveau médical. à mon avis, c'est ça. basique. Non, mais je dis pas que je pense qu'il n'y a jamais eu, mais c'est vrai que maintenant, avec beaucoup d'émissions, on peut se renseigner facilement quand même. Je veux dire, Et faire un mauvais diagnostic. non, Nicolas, parce que si on se fait une automédication, de toute façon, on n'a pas d'ordonnance. Ce qui veut dire que faire un mauvais diagnostic, on prendra des médicaments qui n'ont pas la pastille rouge, donc on risque pas grand-chose. Ah non, mais je dis pas Parce que- qu'on risque quelque chose, je dis qu'on risque d'aller. Ça Oui, risque d'empirer d'être la pire, chose. D'empirer. Alors moi je dirais Attendez, peut-être dans j'ai le pas sens de Nicolas, Non. dans le sens où je sais qu'un proche, on lui avait conseillé justement de ne pas se soigner ou de faire quelque chose de plus, on va dire, avec des plantes, etc. Finalement, mais non, infection Je pulmonaire. suis pas hippie, non. Voilà. Non, mais il y a des choses, Non. il y a des choses, ça semble évident qu'il faut consulter. Je dis que pour ce qu'on voit le plus couramment, les rhumes, les rhinopharyngites, non mais des gens vont chez le médecin, j'ai un rhume, alors Doliprane,
Et si vraiment, machin, on va donner du Mercusol ou du Rhinofébral. J'en sais rien, je donne des exemples. Ou de Delirum, tiens. Des trucs qu'on peut acheter soi-même. Pour le mal de gorge. Marc est calé sur le sujet. Mais non, Oui, mais j'allais demander une ordonnance. non, mais pour le mal. Non, mais c'est des trucs, à mon avis. Je pense qu'il devrait y avoir à l'école aujourd'hui une chose comme ça. Un médecin qui vous dit écoutez, pour ces trucs-là, vous pouvez le savoir vous-même. Vous avez mal à la gorge. Si c'est rouge au fond de votre gorge, c'est que c'est quelque chose qui ne mérite pas d'antibiotiques. S'il y a des points blancs, c'est que c'est si infecté. c'est rouge au fond de sa gorge. Tu le mets devant une glace, tu ouvres ta bouche, tu fais ah, et tu vois bien si au fond de ta bouche tu as des points blancs. Si tu as des points blancs, là c'est assez quand même agréable parce que c'est-à-dire que ça a infecté. C'est pas une angine qui est entre guillemets bénigne, mais c'est quand même quelque chose qui est plus important. Ce sont les choses qui reviennent le plus souvent. Le rhume, le mal de tête et l'angine. Bon là la grippe c'est des provocations. Ce sont des choses c'est pas l'automédication. Moi, je dis pas qu'il faut aller respirer des plantes eucalyptus pour faire passer un mal. Non, non. Moi, je dis que pour ces trucs-là, il y a des médicaments qui sont suffisants, qui sont vendus aussi en parapharmacie ou même en pharmacie classique, qu'on peut acheter sans ordonnance, qui vont vous coûter. Bon, je sais pas combien t'as payé ça la dernière fois. Payé 20 euros. 20 euros pour combien de médicaments? Ah bah, il y en avait Combien de 4, boîtes? mais enfin, dis donc. 4 boîtes de Puis alors, médicaments. ce qui est bien, c'est que j'ai refait les stocks, hein, parce qu'il y en a pour. Ça peut toujours servir. Non, Oui, mais enfin, c'est périmé généralement la fois suivante, alors. Oui, mais ça dépend. Je sais pas ce que t'as pris. Mais en tout cas, c'est pour Ça, ça par que- contre, moi, je suis pour les petites boîtes où il y a ça moins de aussi, je suis choses, d'accord. là. Moi aussi, je suis assez d'accord avec ça. Ça, pour le coup, On paierait moins cher, je suis j'espère. d'accord. parce que- Le Oui, point, ils veulent développer, disons-le comme un point, se développe au moins l'idée de développer des médicaments quasiment à l'unité ou selon le chiffre qui est prescrit par le médecin. oui, je trouve que Ça risque d'arriver. je trouve que c'est assez intelligent. Mais en fait, voilà le problème de fond, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui, voilà, en fait, avec cette idée de soignez-vous, la santé c'est important, attention, faut pas faire n'importe quoi, etc. Pour des trucs simples, mais évidents, ils vont quand même aller consulter, aller voir, etc. Donc ça bouge et on attend des consultations des fois pour un truc qui peut vraiment être très important. On peut attendre une semaine. Bon, si c'est vraiment très important, le médecin vous prendra entre deux rendez-vous. Enfin, j'espère. Moi, ça a souvent été mon cas, mais j'y vais pas souvent. Donc, voilà. En fait, voilà, à force. Et puis, l'effet secondaire, c'est vous développez beaucoup les médicaments. Alors du coup, on arrive à des pubs, oui, alors utilisateurs, ils deviendront moins forts les antibiotiques. C'est ça en fait le problème, c'est que les gens, pour n'importe quoi, maintenant prennent des médicaments. On a quelque chose dans notre corps qui s'appelle un organisme et qui fait en sorte, je dis pas qu'il faut attendre 2 semaines avant de soigner un rhume parce que ça au moins votre corps s'habituera, mais on a quelque chose qui, je dis pas, avant on n'en avait pas, on survivait, c'est pas ça. On a des choses qui nous permettent, l'être humain est fait en sorte qu'un virus, quand c'est un rhume ou une angine, s'en ira forcément. Les médicaments, c'est fait pour aider, mais à force d'en prendre trop et pour n'importe quoi, votre corps, les virus s'habituent à ce que votre organisme soit souvent imprégné de Doliprane ou d'autres soins. Le virus va muter. Ce qui fait que là, après, on peut avoir de développement d'autres choses, d'autres maladies qui sont moins connues. Et la dernière chose sur laquelle je veux insister, c'est on fait aujourd'hui une génération au niveau sanitaire qui est une génération d'assistés. Et pour n'importe quelle raison, c'est grave docteur, entre guillemets, excusez-moi pour le jeu de mots. Est-ce que c'est grave? Non, vous avez juste un rhume, prenez Doliprane. En fait, voilà, on fait vraiment une société de l'hypocondriaque et on fait une société qui en vient même à la fin à critiquer le système de santé tel qu'il est. On a un système, moi je trouve, qui est exceptionnellement bien. Mais si, parce que Alors, voilà. Nicolas n'est pas d'accord. Nicolas est pas La d'accord. moue de Nicolas. Je n'ai rien dit. Nicolas, Oui, j'ai mais vu t'as la fait tête une de moue. Nicolas. Tu n'es pas d'accord parce que pour toi, la santé, c'est Nous la avions un chose. système C'est qui la était chose. bien. c'est- Aujourd'hui, il commence à aller dans le sens inverse. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Alors, on Non, va ce que pas je- non, relancer ce que le je voulais débat, dire, messieurs, s'il vous je- plaît. voilà, Juste je termine rapidement, juste rapidement. C'est-à-dire qu'on a un système qui est quand même très bon. Entre guillemets, on va s'offusquer des ratés des médecins ou autres, mais bon, je veux dire, en vue des chiffres qui sont quand même excellents, on fait pas d'œuf sans casser les œufs. C'est dommage de dire ça, mais c'est vraiment ce que je pense. C'est-à-dire qu'il faut arrêter un petit peu, etc. Et à force justement d'avoir développé la santé, des médicaments, on a l'impression qu'on est immortel. Et ce qui fait, dès qu'il y a un problème, eh ben, on s'attaque tout de suite aux médecins et on va s'attaquer aux personnes qui travaillent aux urgences. Mais qu'est-ce que vous foutez? Il n'y a personne pour s'occuper de moi. Mais attendez votre tour. S'ils vous ont pas pris maintenant, c'est justement parce que votre truc ce n'est pas du tout grave. Les gens qui attendent 6 heures aux urgences, c'est pas parce qu'il n'y a pas de gens. C'est parce que ceux qui viennent, même des gens qui arrivent. J'ai vu une émission un jour. Il y a un mec qui est arrivé complètement ouvert, enfin le mec déchiqueté, complètement. Ah bah pourquoi lui est passé avant moi?
Le mec, finalement, il avait juste un hématome au niveau du bras. Vous voyez à quel point c'est n'importe quoi. On en perd encore une fois la raison. Et voilà, Alors c'est voilà, dégueulasse. si on comprend bien, si vous avez quelques symptômes, n'hésitez pas à nous contacter, on redirigera vers Marc, Et non. voilà, qui vous fera son diagnostic. Non, mais vous, Non, vous on faites rigole. comme moi, je pense, non? Nicolas Lapreuve, il y Ah. a été tout seul. Non, mais il a demandé à son pharmacien pour faire le diagnostic. Alors, Ah bah oui. Nicolas, pour clore ce débat et clore cette émission, Oui. je voulais revenir avec toi au niveau. On a parlé un peu des hôpitaux, revenir un peu. Il y a de plus en plus de problèmes, des problèmes croissants et notamment, on l'a vu, la question des emprunts toxiques qui avaient touché les municipalités, Oui. notamment avec Dexia, et qui aujourd'hui, on le voit, touchent des établissements publics comme les hôpitaux. Mais également Dexia, me semble-t-il, sur les hôpitaux, Oui, entre voilà, autres, hein, évidemment. la même banque Mais voilà. belge. Ben oui, c'est-à-dire que, alors là, l'article que j'avais sous les yeux, c'est l'hôpital de Rodez en l'occurrence, mais il y a plusieurs hôpitaux qui ont souscrit à des emprunts toxiques, et aujourd'hui, ben, ils ont leur comptabilité qui est totalement dans le rouge. Ces hôpitaux sont mal barrés. Voilà, un hôpital qui aujourd'hui eh bien, est dans le rouge. C'est un hôpital pour lequel on est obligé de faire des économies, et imaginez, bon, on va pas refaire le débat qu'on vient d'avoir, mais faire des économies dans la santé quand bah, c'est grave, c'est dangereux, à mon sens. Bon, Marc prend les choses en disant que du côté, voilà, on n'est pas invincible et on ne le sera jamais. Et finalement, aujourd'hui, on meurt plus vieux et on meurt moins facilement qu'avant. C'est vrai, oui, mais doit-on pour autant eh bien, s'en contenter? Je ne sais pas. Moi, je suis pour dire que nous avons vécu des heures durant des années durant lesquelles, au niveau de la santé, on essaye de faire le maximum. Aujourd'hui, ça se complique. Parce qu'on est plus, c'est tout. Mais surtout parce qu'on a creusé on a creusé notre système. Et là, enfin, je veux dire, quand on parle de santé, on ne s'imaginait quand même pas, citoyen lambda, de voir un jour avoir ce genre d'article où on vous dit emprunt toxique, l'hôpital de Rodez dans le rouge. Vous vous dites, mais ça veut dire que les hôpitaux ont fait la même chose que les entreprises. Les hôpitaux sont allés sur des terrains glissants. Ils ont bah, effectivement fait des emprunts toxiques. Et aujourd'hui, les hôpitaux se retrouvent dans le rouge. Comment faire? Qu'est-ce que se passe-t-il dans ces conditions? Eh bien, pour moi, c'est dramatique d'avoir ce genre de choses. Et après, les hôpitaux viennent dire que les fonds de l'État pour les récupérer ne sont pas assez importants. Bah, je trouve ça un petit peu... Voilà, il y a eu une gestion très, très problématique dans le cadre de certains hôpitaux. Et quand on parle de la santé, bah, on parle pas... Je sais pas, j'ai presque envie de faire cette comparaison dramatique, mais quand on parle de la santé, on parle pas de l'éducation, quoi. La santé, c'est encore plus dramatique que l'éducation. Bien que vous savez à quel point l'éducation peut tenir à cœur du gouvernement et me tient à cœur personnellement et tient à cœur à beaucoup de gens. Voilà, parce qu'il s'agit des enfants, il s'agit évidemment de faire l'avenir, mais voilà. Alors, non, mais l'avenir, la santé, de toute façon, Ouais. ce sont des questions qui restent en suspens. On le voit, l'homme reste de plus en plus sur la Terre, l'espérance de vie s'accroît de plus en plus, et donc ces questions resteront, puisque politiquement incorrect restera évidemment. Et messieurs, entre nous et avec d'autres, nous aurons l'occasion de débattre à nouveau autour de ces questions de santé, de vie. Opus 2. Voilà, opus 2, opus 3. Marc, la semaine prochaine ou dans les semaines à venir, on l'annonce, tu as imité Michel Simès, mais aussi tu présenteras, ça va arriver bientôt, son ouvrage sur les médecins nazis, Hippocrate Aux enfers. aux Les médecins enfers. des camps nazis. Voilà, les médecins des camps nazis, excuse-moi. Voilà, chronique littéraire à venir. Donc voilà, Marc se spécialise de plus en plus. Il regarde fidèlement Allo Docteur sur France 5, voilà. Le magazine rendez-vous de la quotidien santé. et le magazine de la santé, évidemment, voilà. Présenté par Karen Dankos et Simès. Sur France 5, je le disais. Doctissimo peut-être également, on le verra, voilà. À présenter également pour le diagnostic, mais aussi pour réagir à nos émissions, à nos chroniques, présenter, proposer des sujets, c'est les réseaux sociaux, le mail, les réseaux sociaux. Politiquement incorrect sur Facebook et incorrect sur Twitter, et notre adresse mail politique@radio-rec.fr. Nous vous répondrons évidemment, et puis nous pourrons parler de ce dont vous nous faites part à l'antenne, ou vous inviter à venir nous en parler évidemment, mais rien d'obligé, ne vous inquiétez pas, c'est sûr. Et de préciser évidemment que quand on écrit REC, on l'écrit avec 2 C, comme évidemment, Radio partout. REC.
Juste préciser que la semaine prochaine, ça fera 3 ans que nous sommes à l'antenne. L'anniversaire, c'est la semaine prochaine. 3 ans, 4e saison, 3 ans que nous sommes dans cette radio pour cette émission Politiquement Incorrect. Et on espère que ça continuera longtemps, évidemment. Et on est très heureux de débattre. Mais voilà, 3 ans. Allez, 3 ans, 3 piliers autour de cette table, évidemment. Mais on reste ouvert, évidemment. Les invitations sont envoyées à tous pour fêter ces 3 ans et puis fêter également les 10 ans de Radio Rec qui arrivent à grands pas. Voilà. Messieurs, merci beaucoup pour cette émission. Merci, Hugo. Merci pour ces 3 ans. Merci, Hugo. On se retrouve dès la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Restez connectés sur Radio Rec. Arrive un DJ set en présence notamment de Clément. DJ set pour enflammer le dance floor. Poursuivre voilà, ce débat sérieux, un peu de musique pour se détendre. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne fin de semaine. Bisous.